Salut tout le monde! Nouvel épisode de Québec Nostalgie aujourd'hui et la petite fille de 8 ans en moi est tellement contente parce que j'ai reçu Véronique Cloutier ici pour parler de La Fureur, cette émission-là qui a marqué la télévision au Québec. On s'entend, là, ça a été une des plus grandes émissions de variété qu'on a jamais eues. Moi, ça a marqué mon enfance. Ça me rappelle des soirées avec ma famille, avec mes amis, à chanter, à jouer avec eux. Donc là, aujourd'hui, d'avoir Véro pour parler avec moi de cette époque-là, de ses souvenirs. C'était une émission qui était live, hein, fait qu'il pouvait arriver n'importe quoi. On a parlé de ces imprévus-là, puis on a parlé aussi de l'arrière-scène. Hein. On n'avait pas les réseaux sociaux dans le temps, puis là, Véro, elle nous a amenés à l'arrière-scène. On a pu savoir qu'est-ce qui se passait quand les caméras étaient pas allumées, entre les participants, les répétitions. Fait que c'est vraiment un behind the scene de cette émission-là qui nous a tellement marqué. Et là, en passant, la saison tire à sa fin. Il reste déjà seulement un épisode après l'épisode d'aujourd'hui. Fait que j'en profite tout de suite pour faire mes remerciements. Là, je veux pas oublier, mais je veux dire un gros merci à TVA+, à Toujours Mike's, parce que ça fait déjà 3 saisons qu'on collabore ensemble, qui sont mes présentateurs officiels. Puis je suis tellement heureuse de ce lien de confiance-là. Puis comme animatrice aussi, c'est le fun de pouvoir présenter à chaque semaine des choses que j'aime pour vrai. Et là, on va y aller tout de suite avec mes recommandations de la semaine, évidemment, pour Toujours Mike's. Moi, je voulais attirer votre attention aujourd'hui sur le menu pour enfants, parce que je le sais, il y a beaucoup d'auditeurs du podcast qui ont déjà une petite famille. Puis on s'entend que Toujours Mike's, c'est comme l'endroit parfait pour aller avec sa famille. Là. C'est pas stressant, vous n'avez pas peur de faire trop de bruit ou de déranger. Chez Toujours Mike's, c'est pas ça du tout la vibe. Au contraire, c'est tellement accueillant. Et il y a un menu pour enfants. Et sur ce menu-là, il y a des plats qui font fureur auprès des petits. Il y a entre autres la pizza Bambino. Il y a les filets de poulet. Il y a des spring sauce bolognaise et il y a un mac and cheese qui a été développé en collaboration avec l'ITHQ. Donc, la sauce fromagée est à base de courge. Fait que c'est quand même une option un peu plus santé qu'un mac and cheese traditionnel. Fait que c'est le fun pour les tout-petits. Et côté dessert, tu sais, souvent dans les menus pour enfants, ce qu'on voit, c'est sundae, gâteau. Chez Toujours Mike's, il y a un cake pop pour les enfants, le cake pop confetti. Je l'avais recommandé cette saison-ci dans le podcast. Fait que c'est le fun pour les enfants d'avoir quelque chose d'un peu différent aussi sur leur menu. Autre fait que j'aime par rapport au menu pour enfants, c'est que pour chaque plat vendu, il y a $1 qui est remis à la Fondation Enfants Soleil. Donc, c'est le fun de savoir qu'en plus de ça, on fait une bonne action, tu sais. Et c'est valable pas juste quand vous allez en restaurant, mais aussi quand vous commandez. Chaque plat, il y a $1 qui est remis. Donc, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si vous commandez, n'oubliez pas que j'ai un code promo, Québec Nostalgie 15. Ça vous donne 15% de rabais sur toutes vos commandes dès que vous commandez. Tu sais, autant pour remporter livraison par téléphone, ça fonctionne surtout dès que vous commandez pour $25 et plus. Donc, utilisez mon code promo parce que 15%, on s'entend que sa facture finale, ça fait quand même une différence. Le podcast est aussi possible grâce à TVA+. Puis là, aujourd'hui, vu qu'on est dans le thème musical, je vous recommande un film où est-ce que la musique était super importante. Puis c'est le film Les Choristes. Ce film-là, je l'aime pour vrai, OK, la gang? C'est tellement, tellement bon. C'est touchant, c'est beau, la musique est bonne, les enfants sont tellement cute. Si vous n'avez pas déjà vu ce film-là, je sais pas qu'est-ce que vous attendez. Je connais personne qui aime pas ce film-là. Moi, c'est dans ma liste des films feel good que je réécoute à chaque année. Dans le film, on est en 1949 dans un pensionnat pour garçons et il y a un nouveau surveillant qui arrive. Il s'appelle Clément Mathieu et lui, pour amadouer sa classe qui est formée d'élèves quand même vraiment difficiles, il va former une chorale. Et le jour où il va former cette chorale-là, l'ambiance va vraiment changer dans sa classe, mais même dans l'école aussi. Et il va surtout changer la vie d'un de ses élèves. Il s'appelle Morange. Ils vont réaliser très rapidement que ce petit gars-là est surdoué, là. En chant, il a une voix. Ça n'a pas de sens. Fait qu'allez voir ça sur TVA+, c'est disponible gratuitement. Puis vous allez retrouver ça dans ma section Les classiques intemporels. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est là jusqu'au 16 décembre. Fait qu'il faut quand même faire vite pour l'écouter, mais vous allez pas regretter. Les chansons du film, en passant, je l'ai pas dit, mais sont tellement bonnes. Moi, c'est tout le temps dans ma playlist. Comme quand mon téléphone joue de la musique aléatoire, très souvent, j'ai une chanson des choristes qui pop quelque part. C'est trop bon. Allez voir ça, le lien est en description. Aussi, l'hiver arrive très bientôt. Et moi, s'il y a une chose qui me rend vraiment nostalgique de mes hivers de jeunesse, c'est les glissades. Comme je me rappelle partir de chez nous avec ma grosse soucoupe pour aller glisser avec mes amis, avec ma famille, j'aimais tellement ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que je m'associe avec les super glissades Mata. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je connaissais pas ça parce que ça fait 40 ans que c'est l'endroit par excellence pour aller glisser avec sa famille, avec ses amis, parce qu'on n'est jamais trop vieux pour aller glisser en passant.
Puis si vous aimez les sensations fortes, il y a même une pente où vous pouvez glisser jusqu'à 100 km/h. Mais bon, si vous n'êtes pas fan de sensations fortes comme moi, il y a aussi plusieurs pistes qui sont douces puis même super sécuritaires si vous avez des enfants, entre autres. N'ayez pas peur, il y a des pistes vraiment adaptées pour les tout petits. Puis ce qui est le fun, c'est que sur place, l'expérience, ça s'arrête pas juste aux glissades. Tu sais, vous pouvez vraiment vous prévoir un week-end complet là-bas pour aller relaxer. Tu sais, par exemple, vous pouvez aller relaxer à l'auberge là-bas ou même dans un condo au bord du lac, ou vous pouvez choisir aussi d'aller au spa et même d'aller manger un repas au resto sur place. C'est vraiment une super belle tradition à faire avec vos amis, votre famille. Tu sais, cet hiver, si vous cherchez justement une activité à faire en gang, allez là. Si vous habitez à Montréal, c'est à comme 1h30 d'ici. Fait que c'est le fun de faire un petit road trip, aller s'amuser, aller relaxer aussi avec sa gang, puis peut-être que ça va devenir votre nouvelle tradition hivernale. Qui sait? Les billets vont être en vente à partir du 10 décembre. Fait que c'est parfait. Si vous voulez commencer à prévoir votre temps des fêtes, pensez déjà à vous acheter des billets pour aller là. D'ailleurs, j'ai un code promo pour vous. Hein. J'ai tout le temps des petits codes promo. C'est Nostalgie Hiver 15. Ça vous donne 15 % de rabais sur les glissades, mais aussi sur un forfait de 2 nuits avec glissade illimitée. On aime ça. Ça fait la différence. Je vous ai mis le lien puis le code dans la description. Comme ça, si jamais vous voulez prendre le temps de prévoir votre temps des fêtes, sachez que les informations vont toujours être là dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Et j'espère que cette activité-là, ça va vous plaire puis que pour vrai, ça va devenir votre nouvelle tradition. Moi, en tout cas, je vais aller essayer ça cet hiver. Je connaissais pas ça. Vraiment contente. Et là, ben, on s'en va rejoindre Véro pour notre épisode spécial La Fureur. Salut Véro! Allô? Très, très contente que tu sois là. Ben écoute, ça me fait plaisir parce que s'il y a un podcast qui a rapport avec la fureur, c'est bien celui-là. Je pense que c'est celui-là. Oui, effectivement. Ouais. Puis pour vrai, t'es une des personnes qu'on m'a le plus demandé d'inviter au podcast. Puis moi, personnellement aussi, t'étais une invitée que je voulais beaucoup savoir. Ben, c'est gentil. Parce que la fureur, ça a tellement été, tu le sais, là, je t'apprends rien, ça a tellement été une émission importante. Moi, je considère que ça a été un des piliers dans ma vie, là, de mon amour pour la télé. Ah oui, hein? Parce que ça me rappelle des soirées tellement importantes avec ma famille où est-ce que, déjà, c'était les seules soirées où est-ce que mes parents nous permettaient d'acheter des cochonneries. Ben c'est ça. Tu sais, on avait le droit de la liqueur, on commandait de la pizza, puis on avait le droit de manger dans le salon. Ouais. Pour écouter la fureur. Puis je pense que c'est là aussi que là, mon amour... c'était les gars contre les filles. Oui! C'est ça. Oui, puis tu sais, ça virait en soirée karaoké dans mon salon, là. Exact. T'sais, avec ma famille, on chantait, on jouait avec vous. Ouais. Littéralement, tous les salons au Québec. Tu vois, tout ce que tu viens de décrire là, c'est le témoignage que je reçois encore à ce jour, constamment sur la fureur. C'est tout ça, là. C'est les permissions spéciales, manger dans le salon, se coucher plus tard, danser en pyjama en mangeant des cochonneries. Oh, mon Dieu, oui, chaque famille avait sa tradition, puis c'est probablement pour ça qu'on parle encore de l'émission aujourd'hui, puis qu'on nous la demande. T'sais, on nous demande de la ramener. Là. Moi, je la ramène pas juste pour me faire plaisir à moi. Non, je la ramène parce que les gens la demandent. Puis c'est pour ça, je pense, parce que c'est relié à des souvenirs très, très forts puis très, très précieux de la famille puis de l'enfance. Intergénérationnel. Tu sais, moi, il y a des émissions qui n'ont pas marqué mes parents parce que c'est des émissions de ma génération, mais La Fureur, vous avez réussi à aller chercher tout le monde. Ouais. Je pense que c'est ça qui est impressionnant avec cette émission-là. Puis la notion de rendez-vous télévisuel, tu sais, qu'on a un peu perdu aujourd'hui. Ce qu'on recherche encore aujourd'hui, là, du mieux qu'on peut. Là, ben, il en reste quelques-uns, grands rendez-vous, mais sont plus rares. C'est ça. Puis les chiffres sont pas les mêmes non plus. Là, exact. C'est ça. Ouais. Hey, j'ai tellement de questions pour toi aujourd'hui. Oui. Si tu savais le nombre de sections que j'ai, mais là, faut que je me calme quand même. Faut que je me calme. Mais mettons qu'on va au départ. Là. On est en 1998 et là, on t'offre d'animer ce nouveau projet-là. Comment tu appréhendes ça? Parce que sur papier, déjà, tu dois voir que le concept est intéressant, mais est-ce que tu t'attends à ce que ça va être gigantesque comme ça l'est devenu? Bien, premièrement, non, on ne s'attendait pas à un tel succès. Là. Si tu m'avais dit à ce moment-là, moi, j'avais 23 ans à l'époque, j'étais toute petite, quand j'y repense. Là, c'est l'âge de ma fille, Delphine. À l'époque, si tu m'avais dit « Oh mon Dieu, ça va être un succès monstre, puis tu vas... » Moi, ça a changé quelque chose dans ma carrière aussi. Tu sais, moi, je suis devenue vraiment une personnalité publique. Ça a shifté, on m'invitait partout dans les émissions. On m'invitait à faire la première page des magazines. J'avais des contrats de publicité. Tu sais, ma vie, elle a vraiment changé avec La Fureur. Si tu m'avais dit « Ta vie va changer, ça va être une des émissions les plus marquantes de cette génération-là. Ça va durer 10 ans. » Parce que moi, j'ai fait 5 ans, mais Sébastien Benoît a fait un autre 5 ans par la suite. Je suis même devenue la productrice de l'émission par la suite. Si tu m'avais tout dit ça,
je t'aurais pas cru. Puis, tu sais, l'impact était tellement grand. Le samedi matin, dans les magasins Archambault à l'époque, là, tu sais, c'était encore... Les disquaires étaient très populaires à l'époque. Les albums étaient complètement vendus. Les gens achetaient encore des CD dans ce temps-là. Ben, ils mettaient des présentoirs dans l'entrée avec les albums des chansons qui avaient été chantées la veille à la Fureur parce que les gens allaient se les procurer. Fait que l'impact, il était immense. Puis on croyait pas à ça au départ. En fait, on s'était pas imaginé que ça prendrait ces proportions-là. T'sais. Puis, le concept me tentait, mais moi, c'est arrivé un peu vite dans ma vie, cette affaire-là, parce que j'animais un quiz à Radio-Canada qui s'appelait La tête de l'emploi. Ça faisait presque un an là, que j'étais en onde avec ce quiz-là, qui était une quotidienne, là, le quiz de l'heure du souper de l'époque. L'ancêtre des Silence on joue. L'Union fait la force et compagnie. L'Union fait la force et autres. Fait que c'était cette fameuse case horaire-là, dont j'ai hérité pendant 2 ans. Puis, à l'époque, mon père était un producteur de télé très prospère, tu sais. Il y avait beaucoup de projets, puis lui avait vu La Fureur en France, il avait accroché. OK, moi, je savais pas que c'était un concept français. Oui. Jusqu'à tout récemment. Ben non, tu savais pas. Je te jure, je me sens un peu inculte, mais je suis sûre que je suis pas la seule. Ben non, t'es pas la seule. C'est un show français. Exactement. Et c'est de la même équipe de conception que Les Enfants de la télé. Wow! Ouais. Et on t'avait-tu montré le concept français avant que tu acceptes d'animer ça? Oui. Non, on m'a expliqué l'émission. Okay. Je l'ai pas vraiment vue. Puis, à vrai dire, peut-être qu'on me l'avait montré, mais j'ai aucun souvenir. T'sais, ça m'avait pas marqué parce que je trouve que le rendu français... Entre nous, écoute, je sais que les podcasts maintenant sont accessibles partout dans le monde. Là. Je fais attention à ce que je dis, mais moins notre style, mettons. Mais c'est différent, oui, on fait pas le même par type de rapport à la télé. télévision québécoise, là, ce qu'on est capable de faire ici avec comme une fraction des moyens de là-bas, c'est quand même impressionnant. Donc, le show français m'avait pas épaté, mais j'aimais l'idée. Puis, je me suis lancée là-dedans avec énormément d'insouciance, puis juste beaucoup de plaisir, tu sais. Ben, c'était ça, oui. J'avais 23 ans, je réalisais pas vraiment à quel point c'était un gros plateau, puis que c'est quand même, c'est un travail d'animation qui est pas si facile. Il est plus difficile qu'il en a l'air. Ben, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses en même temps. Les danseurs, les joueurs, la foule. Il y a beaucoup de choses à gérer en même temps dans un bruit extrême. Puis il faut garder le plaisir, mais il faut mettre de la rigueur là-dedans parce qu'il y a quand même... il y avait un enjeu, tu sais, que les artistes gagnent ou perdent, c'est pas important, mais c'était relié aux supporters. Donc, si l'équipe des filles gagnait, les filles repartaient avec un cadeau, puis on faisait un tirage parmi les filles, puis... Même chose chez les gars. Fait que l'enjeu, il était là. Tu sais, c'était quand même un jeu, on peut appeler ça une loterie, dans le fond. Puis la régie des loteries, ça s'appelle la régie. C'est pas pour rien parce qu'il y a des règlements. Puis il faut faire attention là, que les choses se passent dans les règles de l'art. Fait que il y avait un enjeu sérieux à ce niveau-là. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir l'air d'une maîtresse d'école à vouloir faire taire tout le monde tout le temps puis à les calmer. Mais en même temps, de garder le contrôle sur ton plateau. C'est donc un travail qui est plus difficile qu'il en a l'air. Puis tu avais le challenge que ça soit live aussi, parce que ce que j'ai lu, c'est qu'il y a eu plein d'autres moutures de La Fureur, pas juste au Québec, mais au Québec, on est la seule qui l'a fait en direct. Oui, puis même que les Français pensaient qu'on serait pas capable. Quand on a fait le pilote de La Fureur, parce que c'était la belle époque où on faisait de vrais pilotes dans notre vrai décor. Il y avait des moyens pour ça dans le temps. Là, je te ramène, c'est ça, en 98. Donc, on a fait un pilote... peut-être 2-3 semaines avant d'entrer en onde pour pouvoir ajuster des choses puis peaufiner. Les Français sont venus au pilote. Ah ouais. Mais évidemment, le pilote n'était pas diffusé. Il n'a jamais été diffusé. C'était vraiment un test technique, dans le fond. Ça s'est bien passé? Ça a super bien été. Genre, ce soir-là, on s'est dit, je pense qu'on tient de quoi? Mais les Français, eux autres, ils disaient, vous ne serez jamais capable de faire ça en direct. En hebdo en plus, parce qu'eux autres, c'était une mensuelle. La Fureur, là-bas, c'était une fois par mois, 2h30 de temps. Les Français sont très forts sur les très, très longs shows de télé. Ben oui. Fait que là-bas, c'était 2h30, pas en direct. Puis ensuite, pour l'avoir animé moi-même en France, oui, c'est ça, tu as fait un spécial. J'ai vu qu'il enregistre pendant 5-6 heures. C'est ça. Donc, la magie aspère, on proposait vraiment un tout autre format, là, tu sais. Puis on a acheté une Bible qui était le concept de l'émission avec quelques jeux, mais évidemment, très rapidement, il a fallu qu'on invente nos propres jeux parce que on avait fait le tour de la Bible déjà. Vous pouviez faire ça. Parce que, tu sais, des fois, quand on achète un format, tu sais, il faut respecter le format tel quel de la compagnie à qui on achète ce format-là. Ouais. Mais vous avez eu
cette liberté-là d'inventer des jeux? Bien, en fait, on les a convaincus de le faire parce qu'on n'avait plus le choix, parce qu'on disait là, il faut se réinventer d'une saison à l'autre. Le show est populaire, c'est le fun, les gens en demandent plus. Puis là, ben, on n'a plus de jeu, fait qu'on peut-tu en ajouter? Puis j'imagine qu'ils servent dans les autres pays, ces jeux-là qu'on a créés ici, parce que la Bible était très restreinte. Parce que quand je suis allée animer La Fureur à Paris, un épisode seulement, c'était en 2000, moi, quand je suis arrivée là-bas, j'avais animé 83 Fureurs. Puis Arthur, le concepteur et animateur, il en avait animé 34. Fait que lui, il me disait quoi faire, puis il était assez... Mais on te parlait tout le temps dans l'oreille, c'est ça que j'ai lu. C'est lui qui me parlait dans l'oreille, ben gossant. C'est ça. Il me disait tout quoi faire dans l'oreille, puis j'avais juste... Puis moi, tu sais, je suis une jeune femme bien élevée, puis tout ça, puis je t'ai reçue là-bas, puis tu sais, je voulais que ça se passe bien, mais j'avais juste le goût de dire « Hey, tu peux pas me dire quoi faire, je l'ai fait plus que toi. » Genre, je possède ce show mieux que toi. Oui, c'est ça. On l'a amené plus loin, puis on le fait en direct, fait que... Slack les directives dans l'oreille, tu sais. Ouais, calmos un peu. Fait que c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai été un peu comme mon Dieu, ouais, puis ça a duré 6 heures. On dirait que je comprends pas comment tu fais pour garder la magie et l'énergie des participants. On a fini, il était presque 3 heures du matin, puis ils n'ont pas d'animateur de foule. Oh non! C'est le régisseur de plateau, c'est le directeur de plateau qui colle les shots. Non. Alors, on est en pause. OK, puis là, il fait un signe d'applaudir, mais lui, il y a d'autres choses à faire. Fait que les gens sont brûlés aussi. C'est sa botche un peu, tu sais. Puis les gens sont au bout des nerfs. Puis là-bas, c'est debout, en talons hauts tout le long. Tu sais, comme ils demandent aux gens d'être comme dans un club parce que c'est ça le concept de base. À l'époque, là, ils recrutaient beaucoup les supporters dans les bars. Parce qu'ils voulaient des jeunes habillés pour clubber. Qui vont danser. C'était ça, en fait, c'est que le public, il se chixait, il venait à fureur. Puis après, quand ça finissait, il sortait dans les bars. Il allait souper, puis il allait dans un bar. C'était ça, le concept de base. Puis d'ailleurs, Arthur, l'animateur là-bas, quand il entrait sur le plateau, quand il était présenté là, au début de l'émission, c'était de la musique dance, là, puis c'était des danseuses habillées, pas beaucoup, tu sais. Puis nous, ben c'est ça, il fallait respecter certaines règles qui venaient avec la Bible. Ben c'est ça que je me demandais. Ta fameuse danse au début de l'émission, ça, là, tu viens de me le confirmer, c'était dans la Bible. Donc, dans le concept français, il y avait ça aussi. Dans le concept français, Arthur était présenté avec des danseuses. Lui, c'était toujours des filles qui l'entouraient. C'était une autre époque. C'était de l'époque, c'est ça. Puis c'est la France aussi, c'était différent. Puis donc, c'était des filles qui l'entouraient. Puis les filles dansaient, mais lui, il se déhanchait un peu, puis il envoyait la main, tu sais. Et puis, donc, quand on a importé le concept, en fait, on s'est dit, ben, je sais plus qui, mais quelqu'un dans l'équipe avait eu l'idée de créer un mouvement qu'on allait refaire chaque semaine et que le public pouvait faire en même temps que nous, puis qu'il allait pouvoir se rendre dans les salons, puis, tu sais, c'était vraiment une très bonne idée. C'est probablement mon père qui a pensé à cette affaire-là. Puis toi, ce projet-là de danse, ça a bien passé? Tu sais, t'étais willing ben, moi, de j'ai faire fait de la danse pendant super longtemps. J'adore danser. J'adore, tu sais, fait que j'étais all-in, là, on le fait, tu sais. Puis ensuite, quand Sébastien Benoît a pris la relève pour l'animation, ils ont changé le mouvement. Donc, il y avait son mouvement à lui, tu sais, c'était personnalisé. Je trouve que c'est une belle idée aussi, puis c'est vrai que c'était repris. Les gens le faisaient en même temps que nous à la maison. Ben oui, dans le salon, je me le faisais faire à l'épicerie, je me le faisais faire dans la rue. Est-ce que les gens t'arrêtaient pour que tu le fasses? Oui, on me le demandait souvent. Oh non. On me le demande des fois encore. Mais c'est cute, ça montre que ça a marqué, tu sais. Moi, ça me fait rire, là, ça me fait plaisir, ça me dérange jamais. Mais non. Des fois, ça donne des situations loufoques, là. Tu sais, je l'ai déjà fait dans l'allée des soupes à l'épicerie. Ça, c'est drôle, là. J'étais devant une canne de soupe Campbell, puis le gars, il est comme, fais-moi la fureur pour le fun. Puis là, je suis comme, là. Il dit, ouais. Puis je dis, t'as une canne de soupe. Ah oui, donc. Je l'ai fait, ça me fait des bonnes anecdotes, mais ça me dérange aucunement. Là. Fait qu'il y avait la danse en début d'émission, mais le cri de ralliement, ça, c'était-tu dans le concept français aussi? Non, ça, c'est nous autres qui avons instauré ça. Ben, dans le concept français, il y avait un cri de ralliement, mais qui était des chansons existantes de leur répertoire français. Fait que nous, au début, je pense que c'est la saison 1, on n'avait pas de cri de ralliement original. On avait Je lâche pas de Corbeau pour les filles, puis on avait Les Boys d'Éric Lapointe pour les gars.
Fait que c'était ça, le cri de ralliement du départ. Puis je pense qu'à la saison 2, on s'est dit, et pourquoi on n'aurait pas notre propre chanson de ralliement qu'on répéterait chaque semaine? Donc, la chanson que les gens retiennent le plus, c'est celle d'Éric Lapointe et France d'Amour. Vous nous jouez du violon. Ben c'est oui. celle-là. Ben Ouais. oui. Puis il y en a une autre après, de Richard Petit. Hey, les filles, ce soir, la fureur, oui, vous voulez oui. la victoire, mais partez pas en peur. Attendez pas la question avant de vous garocher sur le piton. Hey, les filles, ce soir, la fureur, nanana, 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 c'est nous autres qui serons les meilleurs. Nanana, ça rappelle-tu? 100%. C'est ça. Fait que ça, c'est Richard Petit qui avait composé ça. Fait qu'à un moment donné, on a fait quelques années avec le premier cri de Ouais. ralliement. Puis des fois, c'est normal, là, quand une émission dure plusieurs années, on revampe certaines Ben choses. oui. Puis Richard était un joueur étoile de la Fureur à l'époque. Il a même gagné le meilleur joueur, meilleur compteur une année. Je pense qu'il est le meilleur scoreur à ce jour. J'avais lu Jean-Michel Dufault. Ben, c'est lui et Richard Ils sont proches, là. sont soit nés à nez, soit peut-être Richard en avant. Ah ouais, hein? Peut-être que Jean-Michel le dépasse pour la simple et bonne raison qu'il a commencé dès les débuts de la Fureur à C'est venir ça, il à était venu l'émission, plus souvent. alors que Richard est arrivé plus tard dans les joueurs réguliers. C'est ça. peut-être juste ça, la différence, c'est une question de nombre de présences. Mais Richard était un très, très bon joueur, donc on lui avait demandé Ça a été de naturel composer pour vous. Il faisait des albums à l'époque, puis on lui avait demandé de composer une chanson de ralliement. Fait qu'on en a eu 2 à travers les années. Si on retourne à la première émission, donc on est en 1998. En fait, la première saison, je veux dire, parce que quand La Fureur, ça a commencé, vous étiez un rendez-vous estival. Oui, les jeudis. C'est un show d'été, les jeudis 20h. Oui, c'était supposé d'être juste un show d'été. C'est ça? Oui, et puis après quelques semaines, rapidement, ils se sont aperçus qu'il se passe vraiment quelque chose avec cette émission-là. Donc, la direction de Radio-Canada de l'époque avait tout de suite dit « Hey, on va vous faire une place dans la grille d'automne. » C'est ça, je me demandais si c'était vous qui aviez demandé ça ou si c'était Radio-Can. Pas du tout. Ils ont dit « Est-ce que ça vous tente de continuer? On va enchaîner avec une saison d'automne. » C'est rare. ça. Récemment, c'est très, très rare. Là. Ça se compte sur les doigts d'une main, le nombre de fois que c'est arrivé. Puis la dernière fois que c'est arrivé, si je me trompe pas, c'est « Je viens vers toi », Oh mon Dieu. qui était un show de printemps, Ouais. qui a continué, puis qui a fait une saison d'automne par la suite, puis qui est resté en ondes après en saison régulière. Ouais. Mais ça avait commencé au printemps, si je ne me trompe pas, l'émission de Marc Labrèche. Donc oui, La Fureur, c'est la direction de Radio-Canada qui a demandé ça. Puis je me souviens qu'on était dérangés par le fait qu'ils nous mettent les vendredis, parce que le vendredi soir, à l'époque, c'était pas du tout un soir de télévision. OK, ben c'est ça Non, que je me c'était pas un demandais. soir où les codes d'écoute étaient bonnes, mais ils nous disaient... Nos études, nos recherches nous disent que le bassin d'écoute, il est là. C'est juste qu'on leur présente rien qui les intéresse. Ah, ok, C'est-à-dire ok. les familles à la maison. Parce que, oui, les jeunes sortent le vendredi soir. Tu sais, les gens plus âgés qui ont des grands-enfants, ils vont souper au restaurant peut-être, mais la tranche familiale, là, jeunes parents et Qui sortent pas, ils ont petits-enfants, rien. ils sortent pas, là. Ils se calent de la pizza en pyjama à la maison. Ils ont rien à regarder, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne cote d'écoute. Fait qu'on a dit, ben OK. Mais moi, j'avais peur. J'avais peur Mais qu'on perde notre tellement. momentum puis notre succès. Puis finalement, on a fait... Ben, c'est ça que j'allais te dire, parce qu'aujourd'hui, mettre une émission le vendredi soir, c'est un peu un kill. C'est dangereux de Ben faire après la fin de La Fureur, ben d'ailleurs, La Fureur ne s'est pas terminée les vendredis. Ça a fini les samedis. Les années de Sébastien Benoît, Ouais. il y a eu un moment où ils ont changé de case horaire. ça. Est-ce que c'est parce que c'était plus assez Parce populaire que le c'était vendredi? difficile les vendredis soirs, ouais. Mais je me demande qu'est-ce qui a shifté. Il n'y a plus jamais eu... Les habitudes d'écoute des gens ont changé, Ouais. je sais pas. Tu sais, à travers les années, en télévision, on voit ça, là, tu sais. Si je te ramène il y a 30 ans, le dimanche soir, c'était pas un bon soir du tout de télévision. Puis quand moi, j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, donc début des années 90, le jeudi soir, c'était pas un soir de télé, là. Je dirais mi-80, en fait. C'était le soir de l'épicerie. Parce que les gens recevaient leur paye le jeudi. Les gens étaient payés toutes les semaines, le jeudi. Puis le jeudi soir, ils allaient faire l'épicerie parce qu'ils venaient d'avoir leur paye. Fait qu'il n'y avait pas de gens qui regardaient la télé le jeudi parce que les gens avaient autre chose à faire de pratique fonctionnelle, tu sais, pour leur vie de famille. Et est arrivé en ondes Lancer Compte, suivi quelques années plus tard des Filles de Caleb. Tout ça les jeudis. Puis c'est devenu un beaucoup plus gros soir de télé. Un gros spot. Et particulièrement de fiction. Puis après ça, ça a bougé au lundi.
C'est devenu les gros lundis soirs. Là. Ouais. Quand tu as une grosse guerre de 2 fictions, c'est toujours le lundi. Donc, ça change souvent avec les modes, les époques, la façon de vivre de la société. Donc, nous, on a comme créé la case du vendredi soir. Puis, c'est encore une bonne case. Les chiffres ont baissé en télé, mais la part de marché est encore là. Regarde, le vendredi, il y a eu Au suivant pendant longtemps. Ouais. Il y a Les Petits Tannants. Il y a Ça finit bien la semaine. Il y a encore des choses, le vendredi 7h, vendredi 8h, qui sont souvent des shows plus familiaux. C'est ça. Oui. Ah, mais c'est intéressant parce que pour vrai, je me posais la question comment la Fureur faisait pour driver autant de gens. Parce que quand je regardais les codes d'écoute, vous pouvez vous rendre jusqu'au million même. Moi, c'est ce que je disais, plus que ça. Non, ça. Moi, mes grosses années là, où j'étais là, je te dirais peut-être la saison 2, 3, 4, là, dans ce coin-là. Là. On faisait le vendredi soir 1,5 régulièrement. Un vendredi soir. Là, notre record de code d'écoute, à part au jour de l'an, parce qu'on a fait des jours de l'an aussi au début 2000, mais notre record de code d'écoute un vendredi soir, c'est l'émission Beach Party. On a fait un beach party la semaine de la relâche, genre. Parce que là, il neige, il fait froid, c'est plate, il n'y a rien à faire. On est tanné de la neige rendu au mois fin février, début mars, on est tanné, là. On a hâte au printemps, fait qu'on a fait un beach party. Tout le monde en maillot de bain, il y avait du sable dans le studio. C'est notre record de code d'écoute, 1,6 million. Aïe, aïe. Je sais pas si c'est relié au fait qu'on avait Marie-Chantal Toupin en maillot de bain, mais ça a peut-être joué. Ça a peut-être quelque chose à voir. Ça a peut-être joué. C'est à quel moment? Parce que là, évidemment, tu sais, l'émission La Fureur, c'était gros, mais c'est devenu un phénomène social. Puis justement, c'est à quel moment vous l'avez réalisé, ça? C'est la seconde où Radio-Can vous a prolongé jusqu'à l'automne? Ou déjà, là, ça donne un bon indice qu'il se passe quelque chose quand le diffuseur est aussi excité. Exact. À l'idée de garder un projet en ondes, parce que pour eux autres, c'est du budget aussi. Là, La Fureur, c'est une émission de variété en direct. Ça coûte quand même cher. Il y a beaucoup de gens. Il y a des musiciens, il y a des danseurs, il y a des joueurs, des chanteurs qui viennent performer. Il y avait quand même un gros décor, beaucoup de caméras. C'était une émission multicaméra, mais avec un nombre assez important de caméras. Donc, c'est une grosse dépense pour un diffuseur, fait que ça veut dire qu'il y croyait énormément, puis que les annonceurs étaient au rendez-vous. Hein, parce que l'aspect que les gens oublient des fois, c'est tout revient dans les mains des annonceurs. T'sais. Fait que s'il y a beaucoup de clients qui veulent dépenser de l'argent en publicité pendant cette émission-là, elle va rester que ça vous plaise ou non. Puis le jour qu'il n'y aura plus de gens qui vont vouloir investir dedans, elle va disparaître des ondes que vous l'adoriez ou pas. C'est ça. Les ventes, ça fait pas mal de tout. Oui. Donc là, déjà, on avait un indice qu'il se passait quelque chose. Mais le phénomène social, je te dirais que j'ai pas de souvenir précisément d'un moment, mais c'est venu avec... quand les gens t'arrêtaient à l'épicerie pour danser dans le rayon des soupes. Le fait que les gens appelaient pour faire l'émission, alors que avant que ça entre en ondes, fallait convaincre les gens. Puis beaucoup de gens nous disaient, je vais attendre de voir de quoi ça a l'air. Les artistes avaient peur de chanter en direct. Oui, puis les artistes disaient beaucoup, les joueurs disaient beaucoup, là, un karaoké, ça me sonne quétaine. Un karaoké à TV, de quoi je vais avoir l'air? Je vais attendre de voir de quoi ça a l'air. Puis quelques semaines après l'entrée en ondes de l'émission, téléphone. Là, ça se bousculait pour venir et jouer et chanter. Fait que là, ça, c'était plus un problème. Donc là, tu te dis, OK, le diffuseur triple, le public est au rendez-vous, l'industrie aime ça, puis comme chanteur, tu voulais faire la fureur parce que tu vendais des disques après. C'est ça. Ça te positionnait comme un artiste qui a un succès, un artiste populaire, parce que les gens venaient chanter soit leur vieille tune, soit leur nouvelle chanson qui était un hit. C'est ça, c'était une grosse vitrine. Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait de l'échange. Fait qu'on disait, viens chanter ton gros hit d'il y a 2 ans ou il y a 6 mois. Puis pour aller à la pause, tu feras un extrait de ta nouvelle chanson. Ah, c'est ça. Fait que c'était très bon pour l'industrie de la musique, puis c'était bon pour nous autres. T'sais, on avait toutes les grosses vedettes. Fait que ça, c'est un autre indice aussi qui se passait de quoi. C'était plein tout le temps. Il y avait 800 personnes en studio chaque vendredi soir. Il y avait des listes d'attente pour assister. T'sais, les employés de Radio-Canada nous disaient, on n'a jamais vu ce studio-là plein. Ah, je sais.
Tu sais, Moi, j'ai c'était plein travaillé- tout le temps. J'ai travaillé longtemps comme ambassadrice dans une autre vie à Radio-Can, OK. là, accueillir le public. D'ailleurs, j'accueillais le public sur votre beau programme, très souvent. Oh, mon Dieu, merci à toi. Je gérais souvent la ligne de tes fans Oui. au sous-sol qui prenaient les photos avec Oui, toi. ah oui! Souvent, moi, je gérais la ligne. Ah, ben c'est Ouais. là que je t'ai vu, Ouais, parce ouais, que je ouais. me demande tout le temps pourquoi ton visage m'est familier. oui. Puis à un moment donné, je me dis, décroche à un podcast, c'est là que tu l'as vu. OK. Oui, on se croisait On se souvent à croisait Radio-Can. là. Oui, j'avais D'accord. la même coupe de cheveux que toi. Oui. Des fois, de dos, les gens, ils pensaient que j'étais toi. Ah, oui. C'était drôle. Oui, c'était très drôle. On a à peu près la même grandeur Ben aussi. oui, c'est ça. Mais oui, mais c'est drôle parce que quand j'étais ambassadrice, tout le monde, tu sais, les gens que ça faisait longtemps qu'ils travaillaient là, ils nous parlaient Ils en souvent parlaient encore. de l'époque de la fureur, à quel point Des belles années de la la fureur. vibe en studio, c'était pas comme toutes les autres choses. C'était Mais c'est différent, inégalé à ce jour. C'est ça. Je te jure, là. Exact. Moi, j'ai continué de faire de la télé tout le temps après. J'en ai fait dans plein de contextes. J'en ai fait avec du public. J'en ai fait avec d'autres producteurs. C'est inégalé, tu sais. C'est ça. Il y a eu à un moment donné une émission qui s'appelait C'est ma toune à Radio-Canada. Oui. Avec Marie-Ève Janvier, Jean-François Brault. Je sais pas si ça te dit quelque Oui, je m'en chose. souviens. C'était le vendredi soir. C'était un peu le même principe que la Il- fureur. C'était deux équipes qui s'affrontaient. Tu sais, puis c'était en studio avec des supporters. Vraiment, on avait pas mal Il essaie d'aller repris chercher. les codes de la fureur en espérant que ça fonctionne. C'était une production de c'était-tu KO ou 9e? En tout cas, je suis mêlée là, dans ces années-là. Ça devait être KO. Oui. Je sais Je m'en rappelle même pas. Mais je sais que c'était dans mon environnement. Là, OK? Ouais. C'était une production là, à laquelle j'avais contribué. Puis donc, j'étais bien consciente qu'on on reprenait certains codes de la fureur, mais modernisés. Ouais. Puis il y avait une belle ambiance dans le studio, mais même pas proche de celle de la fureur. C'est ça. Puis les artistes qui viennent dans les nouvelles éditions Ils me tripent. disent « Je n'ai jamais vu une chose pareille. » Ah, c'est fou. Quand le drum part, là, puis que là, Denis Fortin, il dit 10, 9, 8, je te le dis, puis j'ai des frissons. Le poil qui lève j'ai des ses bras, frissons, là. puis je fais ça depuis 1998. Pense-y. C'est malade. J'ai encore des frissons quand j'y pense. C'est Immense. pas battable, cette affaire-là. Puis les équipes techniques s'en souviennent aussi. Fait qu'on en parle souvent. Donc, jamais revu le 42 plein à 800 personnes Non, après c'est ça. ça. Fait que, tu sais, il y avait bien des indices. Puis après, quand on s'est mis à faire des produits dérivés, Ben oui. là, on vendait des jeux. On a vendu des colliers lumineux, des T-shirts. Véro, merci. Merci. Moi, je pensais que c'était un fever dream. C'était une des dernières questions que j'avais pour toi. Ben non, Moi, ça quand j'étais existait. jeune, je me rappelle de regarder les colliers. C'était des colliers en forme d'étoile, bleu Oui. et rouge. Hein. Ah, C'est ça? C'était une étoile en plexi. C'est ça. Puis tu pluguais une petite... il y avait comme une petite batterie, là. Tu pluguais quelque chose en dessous. Tu collais genre 2 morceaux ensemble. Puis l'étoile s'illuminait. Puis c'était écrit « La fureur » dedans. Moi, je pensais que j'avais halluciné ça. Ça Non. fait des années que je cherche des archives, que je regarde sur Marketplace, que j'ai Dur écrit à collier. trouver. J'ai jamais trouvé de photos. J'en ai plus, de... moi. Ben, c'est ça. Non, il me reste des chandails, mais j'ai mon plus Dieu. de... Ben, des chandails. Pas... Écrivez-moi pas, j'ai vends pas. C'est des... Des souvenirs. C'est des différents. J'en ai un exemplaire de Ben oui. chaque dans une boîte. C'est en souvenir, Wow. là. Comme j'ai des chandails de match des étoiles de la Fureur aussi. J'ai un trophée qu'on donnait aux joueurs puis aux meilleures équipes. J'en ai gardé un Ah, c'est en magique. souvenir. Tu sais, j'ai tout ça dans un entrepôt. Là. Ben oui, il faut que tu gardes ça. Ouais. Mais oui, il y a eu les étoiles, Ah, les ok. colliers étoiles, puis il y a J'étais eu les sûre que c'était un fever chandails, il y a eu tout ça, là. Mais c'est... Puis il y a Ça, eu ça a les été jeux. un succès, là, les jeux. Ouais. Moi, je me rappelle, tout le monde avait eu ça. Là. Il y a un Noël, le premier Ouais. Ah Noël ouais. où c'était Les sorti. jeux, c'était capoté. Tout le monde avait eu ça. Là. Ouais. Tout le monde avait joué dans le temps des fêtes. Tu te souviens-tu le nombre d'exemplaires que vous avez vendus de ça? Il y en a eu plusieurs jeux, là. Ah, mais... beaucoup, là. Genre des 50 000, là. On vendait ça comme des albums là, C'est de fou, musique. Là. hein? Mais c'était des albums, en Ouais. fait. C'était pour ceux qui n'ont pas connu les jeux, c'était un CD avec des chansons arrêtées. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y avait des trous dans les chansons, puis on vendait des cartons avec les paroles. C'était les Ça- tunes typiques qu'on ça entendait venait dans beaucoup à le jeu. Oui, l'émission. c'était là. les tunes de l'émission de l'époque. Là. Tu sais, il y avait Provocante de Marjo, puis des affaires de même. Méchant Puis pétard. il y avait ça, je des me rappelle. paroles. Méchant pétard. Oh mon Dieu! Et méchant pétard. Oh mon Dieu! Moi, ça, là, c'est la fureur instantanée. Moi, il y a des référents. Ouais. Je pense instantanément Mais à la moi aussi, fureur. j'ai plein de chansons qui sont reliées directement à la C'est fou. fureur. Là. Give It Up de Jacinthe, Oui. etc. de Gabriel des Trois Oui. Maisons. Ricky Martin. Oui, Ricky Martin, Okume dans le temps. Tellement. Il y en a eu plein. Là, tu sais. Puis aussi des affaires comme, tu
Ça, c'était une époque de la fureur où les joueurs étaient... on leur faisait faire des lip-syncs, on les faisait déguiser, on faisait des gros medley quand il y avait des émissions spéciales, Match des étoiles, Noël, Halloween. Oui. On faisait des medley de gang. C'était un peu broche à foin, tout croche, mais c'était ça qui juste pour le plaisir, ouais. tu sais. Puis donc, j'ai des chansons aussi qui sont associées à ça. Là, genre, je me souviens de voir Judith Bérard faire « Man, I Feel Like a Woman ». Tania Contoyani qui fait J-Lo. Wow. J'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs de ce genre-là. Ouais. Oh my God. Puis c'est fou, même, c'était big au point où vous étiez diffusé en simultané à la radio. Oui. Sur Cool. Puis Oui, les gens nous écoutaient dans leur auto. Exact. Puis je me faisais beaucoup dire, mettons, je travaille dans une station-service le vendredi soir, je t'écoute dans mon boot, là, entre deux pompages d'essence, là, tu sais. Ah oui, je rappelle, il y a un vendredi, on allait le manquer, on allait au restaurant, je pense, pour la fête à ma sœur. Puis là, moi, j'étais comme, oh non, je vais manquer la fureur. Fait que j'avais amené mon baladeur sur lequel je pognais la radio. T'écoutais. Puis là, je faisais un compte-rendu à mes parents. Je suis comme, là, c'est Mario Pelcha qui chante. Ah, c'est ça. Oui, on a été diffusés à la radio presque toutes les années où je l'ai animé. Là. Ouais, on changeait de poste souvent selon mes partenariats puis où je travaillais, mais c'était diffusé à la radio. Ouais. Ah, c'est fou. J'ai envie que... Parce que, tu sais, mettons, sur une émission comme Zénith que tu animes maintenant, on a un gros accès aux coulisses. T'sais, on a Chloé Deblois qui nous amène, puis on voit toutes les... Il y a plein de capsules où est-ce qu'on voit justement la chimie, le fun que vous avez en tant qu'équipe. Mais la Fureur, on n'a pas eu ça parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Fait qu'on n'a jamais eu cette espèce d'accès-là. Qu'est-ce qui se passe en coulisses? Comment les joueurs? Sont-ils stressés? Oh mon Dieu, que les gens est-ce que tu peux nous amener en coulisses, justement? Comment oui. ça se passait avant qu'un show commence? Les gens étaient-tu sénères ou c'était Écoute, c'est encore pareil aujourd'hui. Hein? Ouais. Depuis qu'on l'a refait, là, depuis 2019, là, qu'on refait des Fureurs une fois par année, pour moi, c'est comme si j'étais comme projetée en arrière. C'est comme si tu me mettais dans un slingshot puis que j'atterrissais en 2001. C'est ça. C'est pareil, sauf que tout le monde a vieilli. Donc, comment ça se passe? En fait, moi, comme là, tu vois, mettons, je vais te prendre l'horaire là, de la Fureur, là. La veille, le vendredi, parce que là, on est diffusé les samedis maintenant. Ouais. La veille, le vendredi, c'est les musiciens qui répètent toute la journée, et aussi les danseurs pour les numéros qui sont placés. Là-dedans, il y a des réponses chantées, il y a des medleys, tout est axé encore sur la nostalgie. Là, on n'a pas vraiment... Encore cette année, ça va être... Ça va être pas mal de nostalgie encore, avec une petite touche actuelle. Mais je peux rien dire parce que les perfos, c'est des réponses à des questions. Oh, parfait. Fait que je peux pas rien dire. Mais je peux te dire donc que le vendredi, le band répète, puis les danseurs viennent avec le metteur en scène, chorégraphe, Sam Chouinard maintenant, puis ils répètent les numéros, ils font toute la mise en place. Ouais. Tu vas être ici, tu vas être là, pour telle chanson, tu vas monter sur ce podium-là, après ça, tu vas venir, tu vas l'amener ici sur la pastille. T'sais. On fait toute la mise en place, on débug, puis moi, je répète tous les jeux. Les transitions. Avec le band, parce qu'il faut qu'ils jouent les extraits, on fait défiler les paroles, tout ça. Fait qu'on joue avec ce qu'on appelle des crabes, c'est-à-dire des gens qui viennent faire les doublures des joueurs. Fait qu'ils ont un papier collé sur eux, puis c'est marqué qui ils jouent. Ils représentent qui. Puis ils signent un contrat de ne pas dévoiler les réponses. Ils n'ont pas le droit de dévoiler rien, c'est ça. Ils signent ce qu'on appelle un release, là, puis ils s'engagent à respecter la confidentialité. Puis bon. Alors, on fait tout ça le vendredi. Le samedi, les joueurs arrivent en début d'après-midi. Là, il y a une frénésie. Là. C'est ça. Là, il y a une folie. Là, ils sont contents, sont excités d'être là, sont durs à contenir. Très, très indisciplinés, les joueurs. Indisciplinés? Ah oui, puis là, c'est pire qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, les mêmes joueurs revenaient. Il y avait une grosse banque de joueurs qui revenaient régulièrement. Là, c'était des amis. Fait qu'on était excités, contents, mais il n'y avait pas le « je peux pas croire, je vais faire la fureur ». Il n'y avait pas ça, parce qu'ils étaient habitués de venir. Là, les joueurs, maintenant... Il y a cette espèce d'incrédulité-là de je peux pas croire. De rêve de jeunesse la réalise. Ouais. Fait que là, quand ils arrivent, là, sont partout, sont all over the place, sont complètement indisciplinés. Ça se montre leur kit. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai apporté ces souliers-là puis ces souliers-là, mais il me semble que ça serait plus beau que ceux-là. Attends, je vais les essayer, voir. Je peux-tu danser de même? Ah non, je suis pas bien. Ah, moi, je pense que tu devrais mettre les autres. Les gars, venez voir! Tu sais, c'est ça, là. Ça court d'une loge à l'autre, ça crie, ça se fait des caucus, des meetings, on ferme la porte. Non, là, on a un meeting, ça révise. Me semble tantôt, j'ai entendu la choriste fredonner telle affaire. Ah, tu penses-tu? Ah, là, il essaye de savoir. C'est ça, là. C'est cette espèce d'ambiance de
pré-maternelle. Mais dans le temps, c'était plus discipliné. C'était des amis, puis... Il y a toujours des joueurs qui ont essayé de savoir des affaires, c'est ça, ça. de tous les temps. Mais oui, il y avait moins d'indiscipline parce que il l'avait fait la semaine passée ou 2 semaines avant. Puis les gens, ils étaient-tu compétitifs? Tu sentais-tu la compétition entre les gars et les filles à chaque semaine? Ah oui. Ah oui. Ça, c'est quelque chose que ouais. les gens prennent à cœur énormément. Ah, c'est ça, je me demandais. Énormément. Y a-tu des petites chicanes? Y a-tu des gens, tu sais, quand on joue à un jeu, il y en a des mauvais perdants des fois. Non, il n'y a pas de chicane. C'est arrivé? Non, il n'y a pas eu de chicane. Des il y a eu déceptions. le fameux incident, les fans de la Fureur sont au courant, je pense, le Martin Matt qui avait trouvé une feuille de route de l'émission. C'était dans les débuts, quand on oubliait de protéger les infos. Donc, Martin Matt avait trouvé une feuille de route dans la salle de maquillage avec toutes les réponses. Oh my God. Fait que ce soir-là, il a donné une performance exceptionnelle. Puis il a fini au restaurant après, parce qu'à l'époque, on était tous jeunes, on n'avait pas d'enfants, personne, c'était une autre vie, tu sais. Fait que après la Fureur, on allait toujours souper le vendredi soir, puis ensuite, on sortait dans un bar, parce qu'on était sur l'adrénaline. Il y avait des afters. Ah, il y avait des afters tout le temps, parce qu'on n'était pas couchables. Puis donc, Matt venait régulièrement à l'émission, puis il venait souper avec nous autres après, puis tout ça. Puis il avait fini par avouer qu'il avait triché. Fait que, puis, il en avait voulu, entre guillemets, mais en riant. Non, mais à partir de ce moment-là, il n'y a plus jamais rien qui a traîné. Donc, c'est ça, l'ambiance, ça ressemble à ça. Puis là, après, une fois que tout le monde est arrivé, là, il y a le briefing. Fait que là, il y a le gros meeting avec Eve Desiel, qui est responsable du contenu, des jeux, de la musique, tout ça. C'est productrice au contenu, si tu veux, de l'émission. Ouais. Elle les a toutes faites, là. Elle l'a fait de ma première jusqu'à la dernière de Sébastien et elle le fait encore depuis 2019, l'édition annuelle. Alors, Eve fait sa réunion, elle réunit tous les joueurs. Là, elle donne toutes ses directives. Alors, il faut comprendre que telle chose. Là, c'est, mettons, le bouton. Quand il sonne, n'oubliez pas qu'il bloque. Si vous sonnez, il va être bloqué l'autre bord. Fait que l'équipe, tu sais, quand vous voyez que ça a sonné l'autre côté, ça donne rien. Fessez dessus 12 fois. Il sonnera plus. Il est bloqué pour vous. Fait que là, faites pas ça. Ça fait du bruit. C'est agressant pour rien. Puis ça fait pas avancer le jeu. Tu sais, c'est ce genre de règlement. Après ça, elle explique chaque jeu auquel on va jouer. Avec les règlements. Que ça soit clair, oui. C'est ça, pour que tout soit clair. Est-ce qu'il y a un droit de réplique? Est-ce qu'il n'y a pas de droit de réplique? Le face-à-face, c'est juste vous deux. Donc, toi, tu vas affronter toi. Toi, tu vas affronter toi. Comment vous décidez comment vous placez? Qui vous allez mettre contre qui? Tu sais, les places, comment vous les décidez, ces fameuses places-là? Y a-t-il des petites règles? Non, on le fait en équipe. On essaie de calibrer le niveau de jeu. Ouais. Ça va être le fun que lui soit contre lui, puis lui contre elle. Puis... Oui. Quand on sait que des joueurs sont un petit peu moins forts. Il y en a dans chaque équipe, c'est normal. On va souvent les mettre face à face parce que sinon, c'est pas juste. Sébastien Benoît, il est contre Élise Marquis. Oui, exactement. Ça peut pas être contre personne d'autre. Fait qu'on essaie de calibrer de cette manière-là, tout en tenant compte aussi de leur chimie. Parce qu'on veut que l'équipe s'élève. Fait que c'est un équilibre qui est quand même fragile parce que tu veux mettre les amis ensemble parce qu'ils vont avoir une bonne complicité puis ça va être le fun pour eux autres. Mais en même temps, tu veux pas 2 amis puis 2 rejets à côté. Il faut que tout le monde se mêle. Fait que souvent, on va mettre un liant dans le centre. Tu sais, quelqu'un qui connaît les deux ou quelqu'un qui est facile d'approche puis qui parle à tout le monde. Tu sais, on essaie d'équilibrer ça. De dos, puis qui va exclure tout le monde. De cette manière-là. Ça, c'est une autre affaire que Eve va expliquer. Tu sais, essayer de pas tourner le dos, essayer de toujours rester ouvert pour que la caméra puisse bien vous capter. Chanter en tout temps, que ce soit une bonne réponse, une mauvaise réponse, on s'amuse. Une fois qu'on a dit bonne ou mauvaise réponse, on lance ça en l'air parce qu'il faut s'amuser. On est là pour chanter. La foule vous suit. Fait qu'oubliez pas d'être dedans tout le temps. On coupe sur vous pendant les perfos. T'sais, oubliez pas de quoi vous avez l'air, de pas avoir l'air d'être tanné, de vous en foutre, de réfléchir au prochain jeu. Faut être dans le moment présent tout le temps. Fait elle fait son gros briefing. Ensuite, c'est période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un de question? Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Tout ça. Ensuite, c'est répète. Là, on répète. Les entrées. On répète l'arrivée, on répète tout le début. On le fait 2-3 fois pour que tout soit bien rythmé. Puis après ça, on répète des faux jeux. Fait qu'on fait tous les jeux, mais avec des fausses chansons.
Ah, ouais. Hein? Ouais. Fait que pour le band, c'est le double du travail. Parce que les autres, il faut qu'ils préparent puis qu'ils répètent tout le vrai show. Une autre setlist. Mais ils doivent aussi répéter le faux show. Non, c'est super compliqué. Fait que c'est pour souvent les réponses des... Puis Eve doit écrire un faux jeu. Aïe. Est-ce que vous réutilisez ce faux jeu-là à chaque fois? Ben, dans le temps, du moins, là. Oui. Là, sûrement qu'on va en reprendre un de l'année passée. Que vous avez déjà Tout fait. le monde sait que c'est des faux jeux, là. Les joueurs, ils savent. C'est ça. Ouais. Mais dans le temps, quand c'était à chaque semaine, c'était tout le temps le même faux jeu. C'était souvent le... Ouais. OK, souvent, on avait une banque là, de faux jeux, puis on pigeait là-dedans. Là. OK. Pour le band, ça devient plus facile sur une base hebdomadaire. Mais là, comme c'est une annuelle, il faut qu'ils fassent tout en double. Ouais, fait que ça, c'est pas simple, mais on veut vraiment, vraiment garder toutes les surprises. Ben oui. Ouais, fait qu'on répète pas les perfos non plus. Fait qu'ils savent pas. Tu sais, dans le faux jeu, dans la répétition, mettons que dans la vraie vie, ça serait... là, je vais te dire quelque chose qui arrivera pas, là. OK? Tu pèses, puis tu dis... le soul, Isabelle Boulay. Mettons, tu dis ça. Là, moi, je dis, bonne réponse. Si dans la vraie vie, Isabelle Boulay arrive pour chanter le soul, à la répétition, je ne peux pas dire, bonne réponse. Bon, ben là, elle arriverait, là. On dit rien. Les joueurs, ils savent même pas qu'il y a une perfo comment qui va ça va se commencer. passer. Aïe. Fait que moi, je fais, bonne réponse. Là, on chante la chanson. Mais en Puis on réalité, fait il y aurait une semblant, on va au performance. pointage, nanana. Mais nous, toute l'équipe, on sait que dans la vraie vie, il va avoir ça. T'sais? Fait que c'est compliqué. Ah, c'est clair. Mais je trouve tout le monde bon de ne pas s'échapper, qu'il n'y ait pas trop de fuite. Là, Tellement. il n'y en a pas jusqu'à maintenant. Parlons des jeux, justement, là. Juste pour rafraîchir la mémoire des gens qui nous écoutent, là. Il y a la chanson arrêtée. Parce que, justement, il y a la chanson, puis là, il y a une petite pause, puis là, les joueurs doivent chanter. Mm-hmm. Il y a des histoires de Carmen. Oui. Où est-ce que tu nous racontais une histoire, il fallait déduire c'était quoi la chanson, qui était comme sous-entendue. Oui. La fausse aux chansons, où est-ce qu'on mettait des écouteurs, puis là, il y avait un joueur par équipe qui devait aller chanter. Oui. Ça, je suis curieuse. Est-ce qu'il y avait des participants que c'était leur bête noire? Là? Ils avaient peur d'être la personne choisie pour aller changer. Il y en a plein qui n'aiment pas ça. Oui, parce que tu as un peu l'air fou. Ça prend des joueurs qui n'ont pas peur du ridicule. Puis on essaie souvent de mettre... Tu sais, on ne mettra pas des chanteurs, mettons, pour porter des écouteurs parce que ils vont l'avoir tout de suite. Ben oui. Tu sais, c'est trop facile de chanter parce que ce qui est dur, c'est de chanter la mélodie. Puis là, tu sais pas les mots, mais tu sais à peu près. Fait que les plus drôles fausses aux chansons, c'est des joueurs qui sont souvent des comédiens, des humoristes, tout ça, qui font comme c'est demain, parti, oui. Ben, tu sais, parce que là, nous autres, on peut pas savoir ce que c'est. Ben, ça, c'est impossible pour lui de rattraper la mélodie. Ben oui, on y pense. Ben oui. On s'imagine, ça va donner quoi avec lui puis elle, tu sais. On y va souvent comme ça. C'est clair. Ouais. Oh, wow. Fait que les gens, faut pas trop le dire fort s'ils ont peur d'y aller parce que, c'est peut-être pas c'est comme Fort Boyard. Fallait pas jamais dire de quoi on avait peur parce que sinon, c'était ceux qui nous mettaient ça. Je le sais, ça m'est arrivé. C'était quoi, toi, qui était... Ils m'ont donné les tarentules. Oui. Ouais. Ça, c'est chiant. Oui. Puis c'est parce que c'était pas ça, mon épreuve. Puis à l'hôtel, la veille, ils m'ont entendu dire à quelqu'un que j'avais peur des araignées. Fait qu'ils ont changé mon épreuve pour le tournage du lendemain. Ça, c'est chiant. Oui, mais en même temps, ça donne un bon show. Oh non. C'est pas grave. C'est sans conséquence. Non, c'est ça. T'en gardes de bons souvenirs, c'est ça. Fait qu'il y a des joueurs qui ont peur de certaines choses. Ouais. Ah. Dans les jeux, il y a aussi le face-à-face. Le face-à-face. Il y a Je l'ai eu, tu joues plus. Ça, j'adore ce jeu-là. Moi aussi, c'est quoi ton jeu préféré? Vous allez le faire, cette année? Oui. Je pense que mon jeu préféré, je pense que c'est Je l'ai eu, tu joues plus. Oui, hein? Oui. J'aime ça, les voir sortir des joueurs, puis devoir se débrouiller. Ils sont stratégiques, sans leurs plus là. gros joueurs. Ouais. C'est le fun. Oui. Souvent, c'est une opportunité pour des joueurs qu'on entend moins, parce que souvent, c'est les joueurs étoiles qui vont prendre le puck. C'est pas pour mal faire, mais parce qu'ils veulent gagner. Ben oui. Fait qu'ils vont souvent voler le buzzer. Donc là, quand tu sors tes gros joueurs en début de partie, ben ça donne la chance à tout le monde de rayonner. Tu sais? Ouais. Fait que j'aime ça, ce jeu-là. Mais justement, les invités qui revenaient souvent, on avait Élise Marquis, Sébastien Benoît, Alex Perron, Linda Malo, Isabelle Brossard, Jean-Michel Dufault. Geneviève Brouillette. Martin Matt, Jean-René Dufort. Ça, c'est tous des joueurs là, de la première saison, là, la saison d'été. On avait Marc Derry qui venait souvent. Il y en a qui revenaient, mais là, tu disais qu'il y avait plein de gens qui vous contactaient pour venir. Oui.
comment ça, il y en a qui revenaient, tu sais? Est-ce que... Bien, parce que c'était dans le concept aussi. C'est que ça crée deux choses, en fait. C'est un peu la même affaire qu'au Fantastique que je vis aujourd'hui. C'est que ça crée une cohésion entre les joueurs dans l'équipe parce qu'ils se connaissent, ils se voient régulièrement, ils connaissent leurs forces, tout ça. Ils développent une amitié, une complicité. Ils sont contents de se voir, ils sont contents de jouer ensemble. Ils se font des petites stratégies. Fait que ça, c'est bon pour l'esprit d'équipe. Puis ça, on le sent à l'écran. Puis l'autre affaire, c'est que ça développe l'attachement du téléspectateur. C'est ça. C'est que là, tu as tes joueurs préférés. Ah, lui, il est bon. Lui, ça il va est être bon ce soir. Ou bien l'inverse. Oh non, lui, il est pas d'un gars. Oh non, les gars vont gagner à ce soir, faut pas. Tu sais. Fait que ça crée ça aussi. Fait que tu faisais exprès de ramener Alors des que quand gens... c'est un nouveau joueur que tu n'as jamais vu, même si c'est un comédien ou une comédienne que tu aimes beaucoup, tu sais pas ce qu'il y a dans le ventre pour la fureur. Fait que tu peux pas faire comme ah oui, non, tu sais. T'as pas d'opinion. Fait que vous rameniez des gens qu'on connaissait pour qu'on s'y attache. Exact. Avec des petits nouveaux pour qu'on soit comme ah, j'ai hâte de voir si telle régulièrement, personne va être on bonne. entrait des nouveaux dans la banque, là, tu sais. Puis à un moment donné aussi, il y en a qui... Au départ, là, tu sais, tout le monde était dans une autre étape de sa carrière. Je te parle de Martin Matt, qui était là tout le temps. Ben, c'était pas le Martin d'aujourd'hui. Ben non. Tu sais, fait que Martin, au début, il venait beaucoup. Puis à un moment donné, ben, on a renouvelé un peu le bassin. Puis lui, il était rendu ailleurs dans sa notoriété, dans sa carrière, quoi. Fait qu'il était plus à l'étape de venir jouer chaque semaine dans un show de musique, tu sais. Puis, bon, il y avait les joueurs, mais on en a parlé tantôt, les invités musicaux. Tu sais, la Fureur, c'était justement une vitrine incroyable pour les artistes, autant les nouveaux que les gens qui étaient déjà bien établis. Ouais. Est-ce que tu as eu des témoignages d'artistes qui t'ont dit que la Fureur, ça avait complètement changé leur carrière? Tu sais, la seconde où ils sont venus, ça a tout changé pour eux. Ben, il y en a deux qui me viennent en tête. Ouais. Il y en a peut-être d'autres, mais il y en a deux qui me viennent en tête. C'est Gabrielle des Trois-Maisons. Ouais. Parce que Gabrielle, sa première télé de toute sa carrière, c'était à La Fureur. Ah, mon Dieu, ben oui, c'est ça. Elle venait de lancer son premier album. Elle avait 16-17 ans, si je me trompe pas. Je pense que c'était 16. 16. Elle qu'elle était très ouais, jeune. son premier clip, c'était avec sa gang du secondaire. Ben, c'est ça. Qu'elle aurait 16. Puis Ouais. donc, elle est venue performer à la télé à heure de grande écoute dans un show familial. Je m'en souviens Ça encore. a vraiment lancé sa carrière. L'autre, c'est Marie-Lou, je dirais, parce que... Au spécial Céline. Ben oui, parce qu'on a fait, en 2002, on a fait le lancement de l'album A New Day. C'était au Centre Bell, qui était le Centre Molson à l'époque. Ouais. Puis on a fait donc une grosse fureur là, avec Céline, puis avec plein de gens qui capotaient sur Céline. Il y avait 15 000 personnes. Il y avait 15 000 personnes. On a fait un gros medley des grands succès de Céline. Puis Céline, elle faisait les chansons de l'album A New Day. Puis Marie-Lou a ouvert cette fureur-là. Elle avait 9 ans. Elle était tellement cute. 9 ans ou 10 ans? Dans ces eaux-là. Pas plus que ça. Entre 9 et 11, je te dirais. Je la revois, sa petite robe bleue, mini, ses belles grosses lèvres, toutes petites, ses beaux petits cheveux, toutes bien peignés. Puis elle a chanté un extrait de Ce n'était qu'un rêve, la première chanson de Céline, qui elle-même était jeune fille quand elle a chanté ça. Elle avait 12 ans, je pense, quand René Angélil l'a entendu chanter ça. Puis Marie-Lou, je pense, ça a été un game changer pour elle parce que c'est là que tout a décollé. Elle a eu un contrat avec Stéphanie. Elle a rencontré René Angélil. René l'a un peu pris sous son aile. Elle a eu un contrat de plusieurs albums avec Sony. Elle a été en France. Elle a chanté avec Garou. Ça a vraiment... Gino Chilico, tout ça, ça a vraiment décollé pour elle à ce moment-là. Donc, je pense que ça a changé les choses. Bon, après, on a beaucoup entendu... je veux pas avoir l'air de manquer de sensibilité, là, parce que je le raconte comme des beaux souvenirs, mais pour elle, c'était à la fois des beaux souvenirs et des souvenirs difficiles parce qu'elle a vécu énormément de stress par rapport à sa carrière de chanteuse, puis c'est pour ça qu'elle a arrêté de chanter pendant très, très longtemps. Puis là, elle est de retour pour notre plus grand bonheur. Elle a guéri ça tranquillement, mais à l'époque, je pense qu'à l'époque, c'était le fun pour elle. T'sais, c'était encore le fun dans cette fenêtre-là. C'est ça. C'est ça. Ouais. Il y a Annie Brocoli aussi, qui était venue, parce que moi, quand je l'ai reçue au podcast, elle nous en a parlé de la fureur qu'elle, juste dans sa vente de... Tu sais, elle sortait des cassettes. Oui. Ça avait tout changé, là. Ah, peut-être, oui, pour la vitrine que ça lui donnait. Exact. Parce qu'Annie Brocoli, son premier album, il était sorti bien avant La Fureur, là. La Coccinelle, là, c'était bien avant La Fureur. Oui, ça. mais c'est quand elle avait sorti des DVD
En tout cas, nous, je me souviens plus c'est lequel, mais elle nous avait parlé d'une participation à la Fureur qui avait changé. Je ne veux plus rester en place. Mes photos se décrochent toutes seules. Parce que j'ai des belles, pour les gens qui nous écoutent audio, allez voir sur YouTube, parce qu'on a des belles photos de Véro à travers les années. Elle a pris la peine de faire un beau décor pour moi. Ben oui, puis, excuse-moi, on parlait d'Annie Brocoli, mais il n'y avait pas juste les performances qui aidaient les artistes. Au retour de pause, vous faisiez toujours un palmarès. Le palmarès des albums. Puis je me suis toujours demandé pourquoi. C'était le fun, tu sais. Bien, en fait, la vraie réponse, c'est que, tu sais, comme je t'ai dit au début de notre entretien, mon père était producteur de télé à l'époque, mais il était, lui, d'abord un producteur de musique. Il a commencé sa carrière comme producteur d'albums de musique, puis il était gérant de chanteurs aussi. Il a pris le virage télé beaucoup plus tard dans sa carrière, mais sa vraie passion première, c'était la musique. Puis la survie de l'industrie de la musique, de nos artistes de chez nous et tout ça, il avait vraiment ça à cœur. Donc, c'était très important pour lui. La Fureur, c'était une émission de télé, oui, mais c'était un show musical. Donc, il fallait mettre de l'avant la musique de chez nous. Alors, il y avait un palmarès des ventes d'albums à chaque semaine à La Fureur, c'est vrai, en retour de pause. Puis, ben, c'est ça. Et c'est aussi pour cette raison qu'on avait dans un même épisode un vieux succès des années 70, mettons, avec un artiste qui revenait, qu'on voyait plus souvent, mais qui venait nous faire danser, chanter avec son succès. Et on avait aussi un artiste bien actuel à qui on faisait vendre des disques dans l'immédiat. Tu sais. Il y avait les deux. Ça partait, je dirais, de l'affection pour l'industrie de la musique que mon père avait à cette époque-là. C'est pour ça qu'on le faisait. Ouais. Puis c'est pour ça aussi, parce que quand l'émission s'est terminée, quand on était en 2007, on a dit que vous aviez en tout diffusé près de 2200 chansons différentes, dont 71 % étaient de contenu francophone. Mm-hmm. C'était très important pour nous déjà avant qu'on en parle à l'époque. C'était pas juste une demande du diffuseur. Ça venait de vous. Là. Toujours été important pour nous. Puis j'ajouterais que même la demande est toujours venue du public aussi. Ouais. Hein? On a l'impression, c'est là, c'est comme un sujet chaud, puis c'est un enjeu de société bien important. Là. On parle de la survie de notre langue, on parle de la survie de notre culture, on parle de star system, que les jeunes, on cherche comment intéresser les jeunes. Les jeunes ne savent pas c'est qui Véronique Cloutier. Pas tous, mais une partie, effectivement. T'sais. Fait que, mais là, on parle énormément de ça, mais pour être bien honnête, il y a 25-30 ans, le public le demandait déjà de mettre de l'avant principalement du contenu franco et surtout québécois de chez nous. Ouais. Ça a toujours fait partie des préoccupations du public. Puis nous, c'en était une pour nous aussi à l'époque de La Fureur. Ça l'est encore pour moi aujourd'hui. Tu sais, depuis 1 an et demi, presque 2 ans, mon émission de radio, c'est 100% franco. On joue que des chansons en français, principalement des chansons québécoises. Il y a quelques chansons de la francophonie, mais c'est plus rare. C'est surtout québécois. Ouais. Puis c'est très important pour moi. Puis ça me vient de ces années-là. Wow. Ben, bravo, parce que c'est tellement important. Puis ce qui était le fun, c'est que justement, toute la culture québécoise, francophone, était tellement mise de l'avant. Justement, je trouvais même, moi, comme enfant, ça faisait que ça m'intéressait. Puis ça faisait que je connaissais autant les artistes qui m'étaient destinés, tu sais, comme une Gabrielle des Trois-Maisons qui venait à La Fureur ou une Laurie. Ouais. Ça, c'était mes artistes Mixmania. Mais ça faisait aussi que j'apprenais à connaître les chansons de mes parents. Oui, tu pouvais savoir c'était qui Shirley Theroux. Puis tu absolument. Puis tu sais, les chanter du Offenbach. Les artistes qui venaient jouer, tu sais, j'allais connaître un Sébastien Benoît, mais des fois, il y avait des invités plus vieux. Oui, plus vieux, qui jouaient dans des séries que mes parents écoutaient. Fait que là, ça faisait que je les connaissais. Fait que j'avais une super bonne connaissance du star system québécois, tu sais, puis de notre musique, puis de la musique de mes parents. Puis la nouvelle musique qui arrive. Mais ce que tu viens de nommer là, c'était un des secrets du succès de La Fureur. Moi, je dis souvent, oui, c'est le glam, les paillettes, les couleurs, la lumière, ça attirait beaucoup les enfants. Ouais. La compétition, les gars contre les filles, c'est papa, fils, maman, fille. Ouais. On se nargue dans le salon, on se chicane, on veut gagner, on a nos joueurs préférés, etc. Oui. Il y avait ça, mais il y avait beaucoup aussi réunir les générations. C'est ça. Qui semble être clairement un thème récurrent dans ma carrière. Oui, c'est ça. Des années plus tard, je fais Zénith, hein? Qui parle de génération aussi. Mais c'était ça. Ouais. Puis, à l'époque, dans les réunions avec les diffuseurs, on parlait pas de co-viewing.
de co-visionnement. Ça, c'est le nouveau terme à la mode depuis une dizaine d'années, je te dirais. Peut-être 10 ans, 15 ans, on parle beaucoup de co-viewing. Donc, les diffuseurs vont essayer d'acheter des projets qui vont réunir les générations devant une même télé. Chanteur masqué est un excellent exemple de ça. C'est toute la famille qui regarde Chanteur masqué. C'est toute la famille qui essaye de deviner qui est dedans. Mais les jeunes enfants qui ont 5 ans, ils n'ont aucune idée c'est qui Claudine Desrochers, c'est qui Claude Poirier, c'est qui même Rosalie Vaillancourt. Ils ont 5 ans, mais ils aiment la mascotte, par exemple. C'est ça. Ils aiment les couleurs, la performance, la musique. Puis, il y a un mélange aussi à Chanteur masqué de gros succès internationaux en anglais. Fait qu'il y a une toune de Dua Lipa, mais il y a aussi une super belle chanson québécoise. Ouais. Ça fait découvrir différentes choses de différentes générations. C'est vraiment ça, le succès de Chanteur masqué. Des fois, les gens font comme, mais pourquoi le monde regarde ça? Bien, pour ça, tu sais. Puis c'est très efficace, là. Quoi qu'on en pense, là, le concept, il est-tu le fun ou il est abrutissant? C'est pas important. Ce qui est important, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement efficace et bien fait, tu sais. Fait que La Fureur, ça rejoignait exactement ces points-là aussi. Tout le monde. Ouais. T'as vraiment raison. Puis t'as raison de dire le visuel, c'est niaiseux, hein, mais les couleurs, moi, ça venait tout de suite me chercher. Puis le montage très rapide aussi, des danseurs, la foule, les joueurs, Véro, tu sais, comme... Bien, ça, c'est une émission multicaméra. Gros party. Puis on disait de La Fureur qu'elle était découpée comme un match de hockey. Ah, c'est vrai. Les plans de caméra, parce que c'est en direct, là, il n'y a pas de montage. C'est tac, 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 tac. C'était rapide parce que c'est un match. C'est une joute. Fait que c'était découpé visuellement comme une joute. Ah, j'adore. C'est tellement vrai. C'est le fun. Je te dis des choses que j'ai jamais dites ailleurs. Ben, je suis contente. Yes, c'est le fun, ça. Super. Bravo pour tes questions. Je reviens aux performances musicales. Évidemment, vous avez eu toutes sortes d'artistes. Des artistes d'ici, mais aussi, là, on parlait beaucoup de francophones, mais vous avez eu des artistes d'ailleurs aussi. Y a-t-il des artistes que vous avez réussi à aller chercher que c'est une fierté? Ah, mon Dieu, qui on a eu? À part Ricky Martin et Enrique Iglesias. Axel Red. On a eu souvent des Patrick Bruel, des Michel Fugain, Laurie. Ricky Martin, c'était pour ton dernier épisode, hein? C'était ma dernière fureur en avril 2003 au Centre Bell. C'était-tu ta demande spéciale, ça? Non, en fait, c'est que on savait qu'on allait faire le Centre Bell pour ma dernière. On faisait un gros show. Puis ça, on s'en vante un petit peu des fois parce qu'on a vendu presque tous les billets sans annoncer d'invités. Donc, quand on a annoncé Ricky Martin, on avait l'air de faire ça pour vendre plus de billets. Mais la vérité, c'est que c'était déjà pas mal plein. Parce que le phénomène de La Fureur était tellement fort. C'était pas moi qui attirais les gens. C'est la dernière de Véro. L'émission. C'est ça. Le contexte était... Les gens se doutaient qu'il y aurait des grosses surprises. C'était un show qui allait durer 1h30, je pense, 2 heures. C'était gigantesque comme événement. En fait, c'était un événement. Fait que tu voulais être là. C'est ça. Pour pas le manquer. Tu voulais pas le faux mot. Ouais, c'est ça. Une expression qu'on connaissait pas à l'époque, mais qu'on ressentait. Puis ensuite, donc c'est ça, on a eu l'opportunité avec la compagnie de disques de Ricky Martin de l'avoir. Il venait faire de la promotion à Montréal parce qu'il partait en tournée. Puis il allait s'arrêter faire des spectacles à Montréal. Puis la compagnie de disques a dit, on pourrait vous le donner pour la dernière de Véro. Wow. Puis là, on trouvait qu'au Centre Bell, c'était tout indiqué d'avoir une vedette internationale. Tellement, là, surtout qu'il va mettre le party, littéralement. C'est ça. Mais tu sais, dans le petit studio 42, on avait reçu Enrique Iglesias. C'était quand même... C'est spécial. Ouais. Il était quand même... il était déjà big, là. Ouais. C'était à l'époque des gros succès, là, Be With You, puis tout ça, là, tu sais. C'est quand même surprenant, mais ça marchait. Y a-t-il des artistes que vous avez pas eu, mais que vous avez travaillé fort, là? Vous auriez aimé ça avoir? J'ai pas de souvenir. C'est sûr que la réponse, c'est oui, mais j'ai pas d'exemple à te donner nécessairement sur ça, mais on les a tous essayés. Là, c'est ça. Hein? Puis y a-t-il des perfos qui t'ont, toi, personnellement, beaucoup marqué, pas nécessairement international, là, des artistes d'ici que tu as trouvé tellement belles ou touchantes ou... Oh mon Dieu! C'est tough, hein? Il y en a eu beaucoup, hein? Il y avait... des fois, on demandait aux artistes de faire des affaires un petit peu... pas contre-emploi, mais différent, tu sais. Puis il y a souvent un numéro qui me revient en tête, c'est Marie-Mé qui avait fait du Christina Aguilera. Elle avait une belle... C'était dans les années de Sébastien, c'était pas moi. Moi, j'étais plus là.
Mais je produisais l'émission à l'époque, puis elle avait une belle longue robe rouge, puis elle était assise sur le côté avec ses jambes. Elle avait l'air comme d'une sirène. Elle était toute glam. Elle avait l'air de faire une perfo aux Oscars. Puis elle chantait Beautiful. Oh, wow. C'est ça? Oui, Beautiful de Christina, ben oui. I'm sorry for... C'est ça? C'est pas ça, ça s'appelle pas Beautiful. Non. C'est pas ça. Non, toi, ça... C'est pas I am beautiful. C'est pas ça. C'est pas celle-là? Non. Toi, ça doit être... C'était à la toune pour son père, là. Comment ça s'appelle? I'm sorry for blaming you for everything. Oui, c'est là. that I Attends, couldn't on va te le do. dire. And I hurt myself by hurting you, blaming you. Hurt. Hurt. C'est ça. Hurt. Merci. Je suis une très mauvaise chanteuse en plus. C'était Hurt. Ouais. Ah ouais. OK, fait que c'était pas dans les débuts de Marie-Mé, là. Si c'était Hurt... Oh Elle non. était genre à son deuxième album. Genre. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais, parce que c'était les années de Sébastien. Fait que C'est ça. Un petit peu plus tard, là. Oui. Je dirais ouais. plus vers 2006. Oh mon Dieu, je vais chercher des archives de ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr que ça existe quelque part, peut-être oui. sur YouTube. Ah oui, il y a plein de fureurs. Mais c'était vraiment beau. Puis, tu sais, Marie-Mé, à l'époque, là, elle sortait de Star Academy, c'était une rockeuse, une fonceuse. Puis là, de la voir dans l'émotion, puis mettre sa voix de l'avant, c'était quand même différent de ce qu'elle faisait à l'époque. Puis, elle a toujours eu, tu sais, cette générosité-là de faire ce genre d'affaires puis de relever ce genre de défis-là. Fait que ça, moi, ça m'avait marqué. Mais moi, je suis surtout marquée, pas tant par les perfos des chanteurs, plus par les medleys de gang. Ouais. Tu sais, maintenant, on a demandé à Sébastien Benoît puis Jean-Michel Dufault de faire Femme de Nicole Croisille. Tu sais, là, une femme avec toi. Ça dit-tu quelque chose? Oui. Mais... Ça crie au bout, là. Mais les gars, on les avait... Une chose qu'on ferait plus aujourd'hui, on les avait déguisés en filles. Oh mon Dieu. Puis là, ils chantaient Une femme avec toi, genre main dans la main, comme s'ils étaient ensemble. Oh, c'est beau. C'était tellement drôle. Mais c'était niaiseux. Mais c'est le genre de lip-sync qui me marquait. Ouais. Anthony Cavana était venu, puis on avait fait un lip-sync sur Dancing Queen, mais lui, il avait décidé qu'il prenait des boas, tu sais, en plumes, là, puis il faisait juste courir. Non, il courait. Il courait sur le plateau autour des chanteurs avec le boa qui traîne en arrière. De même, c'est super niaiseux, c'est super bébé. C'est ça qu'on mais veut. c'est ça qu'on voulait. On se disait, le fun est pogné, puis moi, j'ai envie d'être dans cette gang-là. Puis ça aussi, c'est un des éléments qui faisait que ça marchait. Ben, c'est les joies du live. Oui. Puis c'est que dans ton salon, t'avais le goût d'être notre ami. Oui. T'avais le goût d'être dans notre équipe, dans notre gang. Puis ça, c'est très fort aussi. Le sentiment d'appartenance pour le téléspectateur, il est super important. Tellement. Mais tu sais, le fait que vous faisiez jouer les gens derrière, tu sais, des fois, ils pouvaient souffler la réponse. Ben t'sais. oui. Fait qu'on sentait que le public, tu sais, même si on était à la maison, Oui. tu sais, nous, on le criait dans le salon. Oui, puis là, si la réponse venait des supporters, là, souvent, les joueurs montaient, les high-five. C'est ça. J'ai déjà vu des affaires, genre lever une madame d'un verre, là, parce qu'elle venait de donner la réponse. Tu sais, comme, c'est ça, c'est que la folie, le désir de gagner prend le dessus, puis là, tout le monde embarque. Ouais. C'est tellement Mais on fun. sentait que le plateau, il était Sens-tu que malléable. j'ai hâte. Tellement. J'ai hâte à la prochaine. J'ai tellement hâte, moi aussi, Véro. C'est ça, moi, je trouvais que le plateau, il était un peu malléable. Tu sais, il y avait des cams partout. Ouais. On dirait que tout pouvait arriver. On peut aller où on veut. C'est ça, tu sais, je me rappelle des joueurs là, qui montent sur leur comptoir. Tu sais, quand c'est la chanson arrêtée, je me rappelle, les joueurs, ils montaient, ils grimpaient, puis là, ils essaient de déconcentrer, puis là, ils dansaient, puis ils faisaient des n'importe anciens quoi. comptoirs. Parce que depuis qu'on a ramené la fureur, on n'a plus les mêmes comptoirs. Évidemment, ils ont été détruits depuis longtemps. Puis avant, on avait des grands comptoirs en demi-lune, OK? Ouais. Ce qui faisait que, deux choses. Premièrement, ils étaient très, très grands. Fait qu'ils pouvaient monter dessus. Tu pouvais marcher comme un catwalk. C'était pas dangereux ou presque. Puis les joueurs se voyaient. Un et l'autre pour jouer. Depuis qu'on est revenu, on n'est plus dans le même studio, tu sais, bon, tout a changé. La configuration du studio nous permet plus d'avoir des aussi gros bureaux, tout ça. Tu vois, cette année, il y a 4 joueurs au lieu de 5. Ouais. Parce que les bureaux sont plus petits, puis ils sont arrondis au bout. Fait que t'as pas de grip pour monter dessus, tu sais, t'as pas un coin pour embarquer. Non. Ça glisse. Fait que si t'essaies de monter dessus, tu vas comme tomber. Fait que ils vont trouver d'autres choses. On peut plus monter. Puis il y a du plexi aussi sur le top, fait que ça peut défoncer. Oh non. Mais non, on peut plus. Ben, même moi, mon bureau n'est pas pareil. Mes cartons tiennent pas. Tu sais, j'ai un carton... d'abord, j'ai les questions, mais j'ai aussi le carton de pointage là, que je tourne au jeu final. Puis c'est un enjeu parce qu'il glisse tout le long du show par terre.
Ouais. Imagine-tu, tu le tournes. Oh non! Ouais. Fait que là, on a, tu sais, comme on a trouvé une manière. Puis moi, dans mon bureau, j'ai une télé pour Hein? voir. Ouais, tu savais pas ça? Non. Dans mon bureau d'animation, Ouais. j'ai un petit moniteur tout petit. Puis je peux juste baisser les yeux pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'écran. Ça s'appelle le programme. Donnez-moi le programme. Ça veut dire, montrez-moi ce qui est à la maison. Parce que pour voir d'abord, on a-tu vu tel joueur quand il a répondu ou c'est nécessaire que je répète qui a donné la bonne réponse? Parce que des fois, la caméra n'est pas rendue, le jeu va tellement vite. Fait que moi, je peux voir qui a répondu, qui n'a pas répondu, qui était avant, après. Je peux voir quand est-ce qu'on voit les joueurs chanter, je peux leur faire signe. Je peux voir qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Hey, t'en gères les affaires? Ouais, quand même. Fait que c'est important que moi, j'ai le programme dans mon bureau. Fait qu'ils ont fait un trou dans le bureau. Ils ont mis un petit moniteur. C'est un petit, là, je te dirais, c'est peut-être, mon Dieu, 15 cm par 15 cm, une demi-règle, là. Ouais, genre puis il est une dans tablette. le bureau, puis il y a une petite vitre en plexi par-dessus. Fait que si je mets mon carton trop proche, je cache la télé. Puis il y a aussi une lumière de cachée parce qu'on est beau éclairé par en dessous. Ah, Fait qu'il y a comme un petit bâton de lumière. Je suis rétro-éclairée, là, tu sais. ah je suis éclairée, tellement. là. Mais oui, Ouais. pour pas avoir l'air d'un raton laveur avec juste des lumières, c'est le top. Là. C'est ça. En fait, rétro-éclairé, ça serait derrière. Donc, je suis éclairée par en dessous. Puis, oui, pour que l'éclairage soit plus flatteur. Voilà. Donc, tout ça est caché dans mon bureau avec mon petit plexi. Fait que j'ai plus même une place pour mes cartons. Fait que c'est un enjeu, mais on le gère. Là, c'est pas... Il y a pire que ça. Mais c'est plus... tout ça pour dire que c'est plus les mêmes bureaux puis que je suis très nostalgique des gros bureaux. Mais oui, quand ils montaient là-dessus. Mais c'est ça qui était le fun. On dirait qu'on savait qu'il pouvait arriver n'importe quoi live, puis c'était ça, les joies du direct. Y en a-tu des imprévus qui sont arrivés live? Tu sais, je sais que c'est connu, par exemple, dans l'épisode de Rock et Belles Oreilles, il y avait Chantal Franck qui s'était plantée. Plus gros imprévu, là, elle a dû partir parce qu'elle Elle a s'était fait quitté mal. au début de l'émission parce qu'elle s'est cassée une jambe. Fou. Ouais, donc... Tu l'as remplacé dans un des jeux, je pense. Dans un medley, en fait. Ah. Ouais, je peux pas remplacer dans les jeux parce que j'ai les réponses. Ben non, c'est ça. Mais j'avais remplacé dans le medley de chansons d'RBO. Oh, non. T'en connaissais au moins? Ben, un, je connaissais toutes les chansons, puis deux, j'avais vu la répétition, puis je suis quelqu'un qui a une pas pire mémoire visuelle, j'apprends vite les chorégraphies. Fait que je me suis glissée dans le numéro à la place de Chantal, puis ça a permis à tout le monde de faire le numéro comme si de rien n'était. Ben oui. Pauvre elle. Ouais, c'était vraiment cassé une jambe. Elle s'était enfargée dans des fils, dans un... On sait-tu dans quoi? Dans le moniteur de son. En fait, c'est que on a moins ça aujourd'hui parce qu'il existe ce qui s'appelle des in-ear, donc des écouteurs que les chanteurs ont directement dans les oreilles. Ça ressemble à des petits AirPods, là, si tu veux. C'est relié à un fil qu'ils ont accroché dans le dos là, sur une batterie. Puis ça leur permet de tout entendre, puis donc de chanter juste, tu sais. Mais avant, on avait ce qu'on appelait des wedges. Donc, c'est des gros moniteurs, tu sais, là, noirs, des haut-parleurs noirs, très larges, faits comme un peu demi-arrondis, là, tu sais. Il y en a encore dans les spectacles, souvent, c'est au sol. Fait que les équipes de joueurs avaient il y avait 2 wedges chaque bord, un à chaque extrémité de la table pour que les joueurs entendent moi, quand je donne les directives, quand je dis bonne réponse, mauvaise réponse, puis qu'ils entendent les autres joueurs aussi qui répondent. Parce que c'est ça, pour entendre, parce qu'il y a tellement de bruit, le public fait tellement de bruit, ça crie la musique. Faut qu'ils puissent entendre. Pour qu'ils entendent bien ce qui se passe. Donc, on mettait des wedges. Puis là, c'est plus comme ça. Je pense que c'est des petites boîtes de son pour pas que personne s'enfarge dedans. Oui, c'est ça. Ça aussi, ça a changé. Moi, j'en ai un caché en dessous de mon bureau aussi, un haut-parleur. Ah, parce que c'est sûr. Toi aussi, t'as la foule dans les oreilles. Oui, sinon, j'entends rien. Mais non, c'est ça. Oui, donc... Fait que ça, c'est un imprévu. Il y en a-tu d'autres qui sont arrivés? Tu sais, je sais pas, toi, ça t'est-tu arrivé de manquer la danse au début, mais en même temps, ça serait tellement pas grave, là? Non, ça c'est pas arrivé souvent, ce genre de choses-là. Tu sais, c'est un show qui a vraiment roulé rondement pendant toutes les années. On a eu à vivre avec des affaires du genre, on est en direct, on est un show de fun, de party, de plaisir, puis là, il y a eu les attentats du 11 septembre, puis là, nous autres, on a un show à faire, tu sais. Les tours étaient tombés le mardi matin, puis on avait un show le vendredi soir en direct. Puis là, toute la semaine, on s'est dit, hey, on n'a-tu pas rapport, là? Puis F. Desiel disait, les enfants, ils n'ont rien demandé de ça. Les enfants,
Ils veulent encore rire, ils veulent encore chanter, danser, s'amuser. On a peut-être besoin de ça. C'est la aussi, joie, puis de se réunir, de se réunir autour de la musique, du plaisir, du jeu. C'est peut-être ça qui va nous aider à passer à travers, parce que le reste, on peut rien faire, on n'a pas de contrôle sur l'état du monde, tu sais, le monde, la planète. On là. peut juste faire notre job, puis... On peut juste essayer de faire du bien. Ouais, c'est ça. Puis nous, comment on fait du bien dans la société, ça n'a pas l'air d'être grand-chose, mais c'est de faire la fureur. Puis elle avait dit, allons de l'avant, mais elle avait proposé que l'émission commence avec une vidéo préenregistrée de moi, toute seule, en coulisses, qui dit, cette semaine, il y a eu, tu sais, je me souviens pas des mots exacts, mais c'est Eve, elle écrit très bien, Eve écrit des textes, des chansons, des livres, tu sais, elle a vraiment une magnifique plume, très sensible. Puis Eve avait écrit un super beau texte émouvant dans lequel je disais que, hey, là, il s'est passé ça. Puis là, on a le choix. On s'écroule tout le monde ensemble ou on se colle, puis on sourit, puis on danse pendant 1 heure. Venez avec nous autres. Puis là, ça partait. 10, 9, 8, tu sais. Ouais. Puis ça s'était bien passé. Les gens avaient beaucoup écrit. Après, à l'époque, c'était des courriels. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Les gens avaient beaucoup écrit pour dire hey, on avait besoin de ça. Tu sais. Ça nous a fait du bien pendant 1 heure de parler d'autres choses. Puis pour les enfants, tu sais, c'est des grands traumatismes de société. Tout le monde se rappelle où il était. Puis la lourdeur, tu sais. Puis les enfants, ça reste des enfants là, dans ces situations-là. Fait que on était en paix avec l'idée de faire le show quand même. Fait qu'il arrivait ce genre de choses, tu sais, de contexte où ça devient pas évident. Je me souviens de ce soir-là où on avait répété l'émission comme d'habitude, puis on savait qu'on allait faire le petit mot préenregistré. Puis là, à l'heure du souper, il y a quelqu'un qui dit « Hey, y a-tu quelqu'un qui a remarqué les paroles de Disco Inferno? » On avait un artiste invité, Pierre Purple, qui est comme un roi du disco au Québec, là, tu sais. Il venait faire Disco Inferno, un vieux succès des années 70. Puis là, il l'avait répété, puis tout ça. Puis là, quelqu'un, en mangeant, genre, son poulet, dit « Avez-vous lu les paroles de Disco Inferno, les paroles défilées au bas de l'écran? » Puis j'ai vraiment ressenti un immense malaise. Puis là, on se met à chanter « Burn, baby, burn, Disco Inferno. » Là, OK, 100 stories high. Ça parle du party qui pogne au top d'un building, puis le feu prend, puis les gens se pitchent en bas. Oh non, 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 non. Genre, ça dit people out of control, the fire, genre, that's when my boogie started to explode. I heard somebody say burn, baby, burn. Mais ça dit vraiment que le monde se pitche en bas, OK? J'ai plus toutes les paroles. Là, on a fait comme, ben non, on peut pas chanter ça, là. En dansant, là, ça n'a aucun sens. Ben non. Fait que là, on est allé chercher Pierre. On est allé chercher Hélène Dallaire, qui était la chef musicale à l'époque. Puis là, on a fait un brainstorm rapide. Pierre, toi, tu connais toutes les tunes. Il était quelle heure, là? C'était le jeudi ou le vendredi? Oh non, c'était le vendredi. Là, on était en direct à 8 heures. Il était quelle heure à peu près? 6 heures. Là, Pierre, tu connais toutes les tunes. Qu'est-ce que tu peux chanter à la place? Qu'on pourrait faire, puis que le band peut pogner vite. Ouais. Puis Hélène était très bonne aussi, elle connaissait bien des affaires. Puis beaucoup de musiciens étaient habitués de faire des bands de cover, puis tout ça, tu sais, c'était des gens d'expérience qui avaient joué pas mal tout. Fait que lui, il a dit, je vais faire That's the Way I Like It de Casey and the Sunshine Band. Là, ils ont répété. Hélène, clavier, guitare, vite. OK, parfait. Puis c'est ça qu'il a chanté. Puis ils ont réécrit les paroles en régie. Vite. Puis tout le monde s'est viré de bord, puis ça a été ça, tu sais. Fait que ça, c'est le genre de choses qui pouvaient arriver, tu sais. Aïe, c'est ça, les joies du direct. Ouais. Aïe, tu disais que le public y appelait dans ce temps-là. Oui. Pour réserver pour la fureur, il fallait appeler. Oui, il fallait appeler. Hey, ça me fait rire, là. Oui, déjà, il fallait qu'il laisse un message sur une boîte vocale. Exactement. Pour se faire rappeler. Oui. La liste d'attente était longue, comment? Je me souviens pas, elle était longue comment. Ça, on pourrait demander à Caroline Tremblay parce qu'elle travaillait déjà au public de la fureur à l'époque. Elle a fondé ensuite une compagnie de recrutement de public, puis elle avait commencé avec nous à la fureur. Oui, elle recrutait dans les bars beaucoup au début parce que je te disais qu'on voulait du monde qui avait des looks de clubbers puis clubbeuses puis tout ça. Elle recrutait beaucoup dans les bars, puis à un moment donné, elle s'est mise à gérer le public. Fait que je sais pas la liste d'attente était de combien de temps, mais je sais qu'il y avait une liste d'attente.
Puis c'est arrivé certains épisodes où on a dû refuser des gens à la porte parce que les gens qui bookent du public pour les shows de télé, ils ont un pourcentage, ils ont un buffer parce qu'il y a toujours un pourcentage de gens qui se présentent pas. Des no-shows. Je sais plus c'est combien de pourcents, mais il faut qu'ils tiennent compte de ça, tu sais. Mais à la Fureur, ça tenait pas ce chiffre-là parce que tout le monde venait. C'était tout le temps sold out. Beau temps, mauvais temps. Fait que c'est arrivé qu'on refuse des gens à la porte. Tes petits collants, ils veulent pas. J'ai tellement mis de pas coopérer. Ouais, fait que ça, c'est arrivé souvent. Il y a eu une émeute. Arrête. Quand Alan Théo est venu à la Fureur, il y a eu une émeute. Ouais, l'ambulance est venue. Mais voyons donc. Ouais. Quoi? Moi, après l'émission, tu te souviens, t'as déjà fait ce travail-là. Mais après oui. l'émission, je sortais toujours voir le public pour photos, autographes, tout ça. Je l'ai fait chaque émission que j'ai animée de toute ma carrière. Puis, donc, je sortais après. Mais là, cette fois-là, c'était Alan Théo que le monde voulait voir. Là. C'était pas moi. Fait que moi, je suis sortie faire mes photos normalement. Puis là, les gens réclamaient Alan Théo. Puis il y avait beaucoup plus de gens que d'habitude. Puis lui, avait-tu prévu sortir, rencontrer les gens? Bon, on lui a demandé, puis il était à l'aise avec ça. C'est juste que les gens qui l'attendaient se sont comme énervés. Puis là, ça a créé vraiment une commotion. Et il y a eu une émeute. Donc, les gens se poussaient. Les gens... Écoute, ils étaient sur le bord de se piler dessus, là. Tu sais, en anglais, un riot, là. Oui. Il y a eu un riot. Dans l'accueil de l'ancienne tour. Dans l'entrée de l'ancienne tour de Radio-Canada. Oh, mon Dieu. C'était la folie. Tellement que là, ils nous ont déplacés. Parce que moi, je faisais ça... Je montais les marches de 42, je faisais ça en haut des marches. Ouais. Ils me mettaient une file, là, j'avais une table, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cellulaire qui prenait des photos. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de selfie. Fait que si tu avais ton appareil photo, je prenais une photo avec toi, mais sinon, les gens faisaient signer des choses. Ils faisaient signer leur jeu de la Fureur, ils faisaient signer leur chandail, parce qu'il n'y avait pas de selfie. Fait que ils me mettaient une table pour que je puisse signer. Tu sais, c'était à ça que ça servait, les rencontres après, là. Mais là, c'était pas assez pour accueillir tout le monde qui voulait voir Alan Théo. Fait qu'ils nous ont amenés dans une salle, la salle Jean-Després, que tu as connue. Ils nous amenaient... Là, ils ont dit aux gens, venez tous ici, puis Alan Théo va venir ici. Mais là, on va vous demander de rester calme, de faire une file. Mais ça a dégénéré. Puis quand il est arrivé, les gens... C'était des filles. Ben oui. Les filles sont devenues... Puis des filles, genre, entre 7 et 25 ans, là. Les filles sont devenues complètement folles. Puis là, il y a une fille qui a eu une chute de pression. Voyons. Elle a perdu connaissance. Puis là, tu sais, il y avait un protocole de sécurité à Radio-Canada. Il faut tout arrêter, il faut évacuer tout le monde, il faut faire venir l'ambulance. Elle ne pouvait pas juste se réveiller puis s'en aller chez eux. Tu sais, ils sont responsables. C'est arrivé sur les lieux de la société d'État. Fait que là, il faut attendre. Il y a un protocole à respecter. Fait que ça a fini comme en queue de poisson. Puis Alan Théo est reparti. Puis la fille, c'était une chute de pression. C'était rien de grave, là, tu sais, mais il fallait vraiment qu'il s'assure qu'elle était correcte et tout ça. Et tout ça était par l'énervement, l'émotion trop forte de voir Alan Théo, qui était... Il chantait des succès à l'époque, là, tu sais, c'était Lola, là, c'était l'époque de Lola. Oublie tout, ne rêve pas. Tu sais, c'était ce temps-là. Et il était très beau. Fait que les jeunes filles capotaient dessus. L'enfant, puis moi, on le trouvait beau. Ben, c'est ça. Oui. Fait que le classique, là, émotion trop forte, chute de pression, boum, d'un pomme. Tu sais. Laisse tomber à l'eau. Ouais. Colin. Il y a eu beaucoup d'émissions spéciales comme ça qui ont fait triper les gens. Ouais. Tu sais, pour en nommer quelques-unes, il y a eu La Fureur de la francophonie Oui. à Ottawa, le spécial Noël, la mini-fureur, spécial du jour de l'an, spécial en blanc. Et il y a eu, bien sûr, le spécial de Céline qui a marqué tout le monde. Oui. Et Toi? moi aussi. Ben j'imagine, c'est ça. C'est Ouais, quoi c'est le dans mes beaux spécial moments de carrière. C'est ça, hein? Oui, vraiment. Le spécial de Céline, c'était vraiment extraordinaire. Parce Tu as que, eu la chance de la battre dans un jeu en plus. en plus, tu sais, voyons. Avec le recul, je me dis, j'aurais pu la laisser gagner. Mais c'est parce que je suis tellement compétitive dans les jeux. J'ai jamais pensé à ça, là. Tu sais, laisser gagner Céline à son propre jeu. J'aurais dû. Mais c'était drôle. Je l'ai réécouté cette semaine. Ouais, il est sur YouTube. Ben oui. Ouais. Hey, ça m'a tellement fait rire. Puis Les en gens plus, me l'envoient des fois, tu sais, en disant, Ben- c'est arrangé, ça. Ben non, c'est pas arrangé. mais Ouais. tu sais, on voit que t'es fière. Tu sais, on voit que t'es Je suis comme... contente, Je là. vais-tu battre Céline? Tu sais? Ah ouais. À un moment donné, Il y a tu sais. un moment où je lève mes bras dans les airs puis je fais. Tu
sais, je fais un genre de clin d'œil, là. Mais elle était bonne joueuse, là. Oui. On voit qu'elle en mettait même, là. Oui, puis Céline est très drôle, tu sais. Fait qu'elle est drôle dans ce jeu-là, là, quand elle dit peux-tu répéter ta question? Elle est très drôle, Puis là. les gens, ils étaient fâchés que tu gagnes. À un moment donné, tu dis, hey, je me fais huer. Ben oui. Les gens, ils prenaient ça à Souvent, cœur. je le connais quasiment par cœur parce que c'est un de mes beaux moments de vie, là, tu sais. Ah ouais, attends, c'est-tu le ouais. spécial qui t'a le plus marqué de la Je fureur? pense que oui. Ouais, hein? Je pense que oui. Ouais. La mienne, ma dernière fureur aussi au Centre Bell, Oui. là, quand même, c'était majeur, là, tu sais. Mais c'était comme si c'était trop d'émotions pour que je m'amuse à 100%. J'étais trop dans la nostalgie, dans la tristesse de m'en aller et aussi dans l'espèce d'humilité de « me semble c'est beaucoup, là, tout ça, là, pour mon départ, tu sais. » Mais évidemment, c'est super fin, puis mes collègues te diraient « Ouais, mais tu méritais, on t'aimait beaucoup, puis ça a été marquant, la fureur. » Oui, merci. Mais il y avait aussi le prétexte de refaire le Centre Bell, puis de, tu sais, on amassait de l'argent aussi pour, je pense que c'était-tu pour Sainte-Justine? Quelque chose de même. On donnait une partie. Je me souviens plus, mais à l'époque, j'avais pas de fondation. Fait que c'était soit Sainte-Justine, soit le diabète, soit le Téléthon des étoiles. Un enfant de même. C'est flou pour moi. Mais je sais qu'il y avait une partie de l'argent qui allait à une cause. Fait que tout ça était un prétexte à faire un gros show puis une grosse finale. Mais je trouvais que c'était beaucoup, tu sais, parce que ça s'appelait, je pense, la méga fureur de Véro. Un enfant de même. Non, la méga fureur... c'était au Parc Jarry, ça. La méga fureur, c'était celle en blanc. Parce que c'était la première fois qu'on sortait du studio puis il y avait 10 000 personnes. C'est Le ça. spécial en blanc, il y avait 10 000 personnes. Ouais. Aïe. Ouais. C'était au stade où ils font la Coupe Rogers. Mon Dieu. Ouais. C'est ça. Aïe. Ouais, c'était une scène centrale. Il y avait du monde tout le tour. Puis c'était le premier épisode de cette saison-là. Première fois qu'on sortait. Puis c'était la première de la saison. Fait que, puis c'était le fin août, début septembre. Il faisait encore beau. Fait que c'était à l'extérieur. C'était magique, là. Wow. Ouais. Puis je pense que celle-là, elle s'appelait la méga fureur au Parc Jarry parce qu'il y avait 10 000 personnes. Puis la mienne, je pense que c'était la dernière fureur de Véro. On a fait la même. Oui, j'ai pas le nom exact. Puis t'avais mis aussi, je pense, le dernier épisode avec Sébastien Benoît. Ça se peut-tu pour le 400e de la Ville de Québec? Il me semble que j'ai participé à la dernière. Oui, c'était à Québec. Oui, c'est ça. Oui, bien, j'étais là pour l'ouverture puis la fermeture, je crois. Ouais. J'avais peut-être joué aussi. Parce que t'as parlé. Je pense que j'étais dans l'équipe des filles. Puis oui, j'étais dans l'équipe des filles. Puis j'avais ouvert avec Sébastien puis fermé avec Sébastien. C'est ça. Oui, parce qu'on se disait... si on se donnait rendez-vous dans 10 ans, c'était Place des grands hommes de Patrick Bruel, puis Ève avait changé les paroles. Puis on disait, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans parce que ça faisait 10 ans. Puis on se disait, à la fin, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans, puis on l'a fait. T'sais, on est revenu plus tard, mais finalement, c'était-tu 20 ans plus tard? Je pense... Non, c'était 12 ans plus tard. 2019, la première fois que la fureur est revenue. Oui, proche de 15. C'est ça, ouais. Hey, on est à la fin de l'épisode. Déjà? Très peu de temps. Mais je voulais juste faire un petit clin d'œil parce que je pense que tu as eu une très grande influence au niveau capillaire au Québec. On s'entend que tu as eu toutes les coupes de cheveux pendant la fureur. Oui. Moi, je vais toujours me rappeler de ta coupe, tu sais, Natacha Saint-Pierre, là. Tu sais, que toi, tu as eu Véro, je veux dire, Céline a eu, les filles de Mixmania ont eu cette coupe-là, tu sais, qui revire dans le bas. Bien, c'était pendant que mes cheveux repoussaient. Parce que, tu sais, j'avais coupé mes cheveux très courts j'ai des photos en 99. Oui. Puis ça, c'était la repousse de cheveux. Fait qu'ils nous faisaient les pointes au fer plat. C'est là, ça. Ça, c'était très années 2000, cette coupe-là. Là. Moi, là, c'est une de mes coupes de cheveux. Dans toute l'histoire des coupes de cheveux, une de mes coupes préférées. Ah, c'est bien drôle, ça. Puis toi, t'as eu toutes les coupes. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup de coiffeurs qui t'ont dit, ouais, les gens nous demandent souvent la coupe de Véro. Ah oui. J'imagine, hein? Oui, bien, la pire fois, c'est les cheveux coco. Là. Ça, c'était fou. Là, ça n'a pas de bon sens. Je me faisais arrêter dans la rue par les coiffeurs pour me faire dire hey, « je suis plus capable de me faire ce coupe-là, je écœurée. » C'est ça. Ouais. Là, je me suis fait écrire beaucoup là, quand je les ai coupés. Oui, les gens. C'est ça. Tantôt, quand je t'ai dit que tu avais la coupe de cheveux de Amanda dans The Holiday, j'aime. C'est Cameron Diaz. Tu as exactement la même coupe. C'est magnifique. J'aime tout ça. Hey, ben c'est tout, Véro. Ah, merci, c'était super. Le tour. Merci beaucoup. Je pense que les gens ils vont être vraiment très, très contents.
je voulais t'offrir un petit cadeau aussi. Ah! Oui, parce que l'épisode d'aujourd'hui, il est en partenariat avec les super glissades de Mata. Oui. Est-ce que tu sais c'est quoi? Ben oui. T'es-tu déjà allé? Oui. Non, jamais, mais je connais ça. Bon, ben là, eux autres, J'adore les glissades de l'hiver. ben eux aussi t'aiment beaucoup. Et là, ils veulent t'offrir 4 accès Ah, pour c'est donc toi bien et ta fin. famille pour pouvoir aller glisser sur toutes les pistes cet Oh. hiver. Puis on pense à Louis aussi, Ah parce oui? que l'été, c'est un golf. Ah, ben oui. là, ben Fait que oui, là, ils ont le pensé à golf lui, Saint-Jonathan. puis ils lui donnent 4 accès pour une ronde de golf au Golf Mata. Puis ça a l'air que c'est un des plus beaux clubs de golf au Québec. C'est niché, tellement gentil. Oui, ils vous offrent ça. Ah, mais Oui. merci beaucoup. Voilà. C'est vraiment fin. Puis merci. Pour vrai, t'as été super généreuse. J'ai Merci tout à aimé toi. ce que j'ai appris. Ah sur la oui, fureur ben aujourd'hui. j'espère que je t'ai donné un petit stock là, que tu n'avais jamais entendu Ben, avant. Tellement. Ouais. Tellement. Super, merci Oui, beaucoup. merci. Puis Puis- merci aux gens de continuer d'aimer la fureur. Puis à travers ton podcast aussi, de continuer de vouer un respect pour notre culture télévisuelle, notre culture populaire au Québec. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai à cœur. Puis c'est important de ne pas oublier d'où on arrive. Tu sais. Non, d'entretenir ces Ouais. souvenirs-là. Ben oui, toi aussi, t'as une émission un peu... Ouais, je dans le même t'attendais, genre. c'est Je ça. t'attendais, Ouais. ben oui, sur les souvenirs. Fait qu'on Exact. partage cet amour-là Oui. pour la nostalgie et la culture québécoise. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. À bientôt.